Bonus. Trax. Pa, 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 la, la. Pa-da-da-pa-pa-da-pa. Pa-pa-pa-da. Pa-pa-da-pa-pa-da-pa. Pa-pa-pa-pa. Pa-da-da-ta-ta-da-ta. Pa-pa-pa-pa. Pa-da-da-ta-ta-da-ta. Pa-da-da. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur First Print, votre podcast comics de référence. Et et non, je ne suis pas Arnaud Kikou, vous n'écoutez pas First Print. Je suis Thibaut Claudel et vous êtes en train d'écouter Len Rider pour un épisode complètement exceptionnel dès l'intro, vous l'avez compris. Bien joué, car Joe. aujourd'hui, on se retrouve avec Joe, avec Arnaud, avec Corentin, avec JB à l'occasion de la sortie de Marneus Calgar chez Panini Comics en France par chez nous. On va parler comics, Warhammer, BD, tous ensemble. C'est le premier épisode crossover de Len Rider, donc il fallait immortaliser ça par une belle intro. Sur ce, JB, eh bien, je te donne la parole. Est-ce que ça va aujourd'hui ? C'est déjà mon épisode préféré. Ah, ça me rappelle un certain présentateur. Il y a également Arnaud Kikou, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que Arnaud, ça va, mon cher Ça Arnaud ? va très bien, merci pour l'invitation. Je suis content de venir faire le plus beau rôle de figuration que j'ai jamais fait dans un Mais podcast. arrête, je suis le sûr que pense. tu as déjà fait pire. C'est fort possible. Et enfin, il y a Olivier Corentin à la barre qui est en train de tweeter. C'est vous dire s'il est très intéressant. Attends, il y a une news sur Craven, c'est va. important. Ça va, j'ai droit à Olivier Corentin du coup. Oui, Waouh. ton nom complet. Putain, On est VIP. dans l'univers de Warhammer 40 000, donc les noms à rallonge, ça nous connaît. D'accord, ok. Et vu que tu as un nom très Warhammer 40 000, bah, je pense qu'on peut te citer en entier, tu vois. Merci Thibaut Claudel République. Exactement, c'est bien. Maître de chapitre de Land Rider. Ok, moi ça me va. Ouais. Comment on se porte de ton côté de la On est table ? fatigué un peu. Oui, Un peu ça le s'entend. Il a début bien d'année, mangé. ouais. Il a Oui, bien il a mangé. bien mangé. Il a pris le des forces. Samouraï était un peu léger, je trouve. Mais on va pas non plus Il a tapé commencer une à- barquette voilà. complète. On va pas commencer à bâcher les mecs qui nous invitent non plus, mais ouais, non, c'était un bon Samouraï. Non, effectivement, parlons plutôt de ce qui nous réunit aujourd'hui, a.k.a. Marneus Calgar, Allez. sorti en VF chez Panini Comics. Est-ce qu'on a la date de sortie, hein, messieurs ? Oui, c'est le 16 mars 2022. Eh ben, il y a une expertise totale de l'autre côté de la table, c'est pour ça qu'on invite First Print. Donc, on va parler ensemble un petit peu des liens qu'il y a pu avoir entre les univers de Warhammer, 40 000 surtout, mais peut-être aussi un petit peu de Fantasy Battle pour les plus anciens d'entre nous, et la bande dessinée, les comics, que ce soit outre-Atlantique, et maintenant... même d'ailleurs c'était outre-Manche et maintenant outre-Atlantique puisque on est chez Marvel, c'est pour ça que ça arrive chez Panini Comics si vous avez bien suivi et que vous connaissez le marché des comics, mais si vous ne le connaissez pas, rassurez-vous, on va tout vous expliquer avec des experts du milieu, c'est pas tous les jours, Oh là là. donc ça fait plaisir. Tu leur mets la pression là. La Oui, flatterie, ouais, la je- flatterie est grande. hein. Je sens Arnaud effectivement qui que... se recroqueville. Je connais pas Warhammer. Mais tu connais très bien la bande dessinée anglo-saxonne, mon cher Arnaud. Donc je sais que tu vas nous apporter tes lumières. Et je propose qu'on revienne un petit peu en arrière, qu'on laisse Marneus Calgar de côté. On sait de toute façon que nous quatre autour de la table, on a plutôt apprécié cette bande dessinée. Je pense qu'on peut s'engager sur ce postulat. Moi j'ai bien aimé. Voilà. Ouais, pareil. Ouais. Oui, c'est pareil ici. Oui. Eh ben voilà. Voilà, c'est la fin du podcast. Très Exactement. Vous pouvez arrêter bien. maintenant. C'est bon, on a fait le contenu sponsor, on peut passer à la partie importante. Et donc, effectivement, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'histoire commune entre Warhammer 40 000 et la bande dessinée, c'est tout de suite. Et je vous propose pour ça de revenir un peu aux origines de Warhammer 40 000. Bien avant qu'il y ait des BD Warhammer 40 000, il y avait du coup un jeu de figurines, un wargame, vous savez. Et bien sûr, ce wargame était inspiré en tout premier lieu, peut-être pas en tout premier, mais largement inspiré en tout cas par les univers de 2080. 2080, je l'ai très mal dit. Qu'est-ce que c'est, mon cher Olivier Corentin ? L'univers de 2080 Ouais, qu'est-ce que c'est 2080 pour les gens qui connaissent pas forcément les comics Les gens venus connaissent pas les comics 2080, du Royaume-Uni. mon Dieu, mais vos auditeurs sont des ploucs. Waouh. Pardon, je vous aime beaucoup. Je vais lui couper son micro. hein. Donc ouais, non, pour résumer, 2080, en fait, c'est une revue de comics britannique qui voit le jour à la fin des années 70 dans un consortium qui s'appelle IPC Magazines et qui est fondé par un type qui s'appelle Pat Mills, qui sera scénariste de plusieurs grands comics et inventeur du personnage vedette de ces éditions qui est donc Judge Dredd. Et qui va aussi créer plusieurs héros, on va dire, toujours inspirés par la même idéologie, un peu anarcho-punk, on va dire, très anti-guerre, très anti-culture de masse, très anti-sport de compétition, anti-raciste aussi, parce qu'on est quand même à une époque où justement les gouvernements britanniques imposent quand même une pression assez énervée aux personnes de couleur de l'archipel.
Il y a les fameuses émeutes de 80, il y a beaucoup de séries qui vont justement, comme Harlem Heroes et tout, qui vont justement attaquer ce problème-là. Et il y a beaucoup aussi de BD qui vont s'inspirer du cinéma de science-fiction d'exploitation, dont parmi lesquels La course à la mort de l'an 2000, qui est l'un des films qui a inspiré l'esthétique de Judge Dredd notamment. Donc pour résumer, on va dire que 2000 AD, qui est encore en activité aujourd'hui, qui maintenant a été racheté par un groupe de jeux vidéo, enfin une boîte qui fait beaucoup de jeux vidéo, qui s'appelle Rebellion, se décline sur plusieurs séries importantes, qui sont généralement fédérées par l'envie de faire des univers de science-fiction dystopiques, très pessimistes, en extrapolant des problématiques du présent, des conservateurs britanniques, on va dire. Donc la vedette étant Judge Dredd. Donc là, je pense que je pourrais peut-être détailler plus tard éventuellement les inspirations qu'on peut trouver avec les Ultramarines et les Marines en général, les Space Marines, et le côté dictatorial d'avoir une sorte de police fasciste qui dirige à la fois l'armée et le pouvoir étatique. On a Rock Trooper, ce qui est peut-être une référence à Rock Trader, je ne sais pas. Et on a Nemesis de Warlock, qui est peut-être un projet un peu moins connu, qui a souvent été mal édité en France. Et qui est très bien édité maintenant chez Delirium. Très bien édité chez Delirium, les éditions Delirium qui font un super travail pour ramener 2000 AD en France. Ça a été un truc qui était très inaccessible malgré la proximité avec les Anglais. On a eu beaucoup de mal longtemps à avoir accès à ces bouquins-là. Et Nemesis, justement, qui est considéré comme l'une des références cachées que les ghouls dans votre genre aiment bien citer pour dire il y a une origine comics, c'est celle-ci. C'est pas aussi évident que ça, mais effectivement, il y a des parallèles qui sont très évidents à tirer. Et voilà, après je sais pas jusqu'où je peux aller, je vais pas te faire non plus tout l'historique. Mais non, parce qu'on est là pour parler de Warhammer quand même. Voilà, c'est ça. Mais comme tu le rappelles, il y a déjà des liens assez évidents et des rapports, des rappels visuels ou des petites références un peu plus explicites, que ce soit dans l'histoire ou les noms. Il y a énormément de choses. On en a parlé récemment parce qu'on a fait un épisode sur les Rogue Traders il y a peu de temps où on parlait notamment de l'exemple de Rogue Trooper. Et effectivement, c'était assez perméable à cette époque-là, 2000 AD et Games Workshop, puisque d'une part, Games Workshop éditait les figurines adaptées des comics 2000 AD, et d'autre part, les développeurs, plusieurs des développeurs du jeu, du Wargame, ou même des jeux de rôle qui étaient édités par Games Workshop à l'époque, ont pu travailler avec les auteurs de 2000 AD, et c'est notamment le cas de Rick Priestley, qui est le créateur de Warhammer 40 000 et de Warhammer Fantasy Battle, qui a adapté Judge Dredd en jeu de rôle. Oui, donc tout à fait, ouais. Tout est lié, tout est absolument lié. Il y a même eu beaucoup d'adaptations d'univers 2000 AD en jeu de plateau par justement Games Workshop, notamment le Blockmania, qui était un des jeux de plateau en fait de l'univers Judge Dredd, qui a adapté un arc qui est sorti d'ailleurs récemment en France chez Delirium, Blockmania qui est le prélude d'Apocalypse War, et on a eu aussi un jeu de plateau Rock Trooper. Enfin, on a eu beaucoup de jeux de plateau et de jeux de rôle papier dans ces univers-là par Games Workshop, donc les deux boîtes étaient copines entre guillemets, quoi. Et si vous n'avez pas écouté notre épisode sur les Rogue Traders, eh bien vous savez que Warhammer 40 000 s'appelle Warhammer 40 000 Rogue Trader à l'origine, puisque en fait il y avait une idée de capitaliser sur la marque Warhammer d'une part, et l'idée de capitaliser sur Rogue Trader qui avait été teasée dans une publicité, mais en même temps on ne pouvait pas appeler ça juste Rogue Trader parce que ça ressemblait un peu trop à Rogue Trooper de 2000 AD, et on ne pouvait pas juste appeler ça Warhammer 40 000 puisqu'on avait déjà teasé Rogue Trader. Donc voilà, gros micmac, non à rallonge comme je vous le disais en introduction, mais tout ça pour vous dire que les liens entre Games Workshop et 2000 AD étaient assez étroits à l'époque, et effectivement l'une des inspirations les plus évidentes reste Nemesis de Warlock. Quand on a rencontré il y a quelques années de cela Kieron Gillen à Angoulême, il nous en avait parlé, puisque Nemesis de Warlock c'est l'histoire d'un inquisiteur qui est pas très sympa en partie avec les races extraterrestres. Alors tu veux qu'on aille tout de suite vers Nemesis, parce que moi j'ai d'autres trucs à dire éventuellement. Dis-moi d'autres trucs et parle-moi de Nemesis. Déjà quand on voit l'esthétique de Warhammer 40 000, moi je suis moins spécialiste que vous évidemment, j'ai lu beaucoup moins de ces comics-là. Par contre, je me souviens très bien quand tu faisais tes recherches à l'époque de Sci Fantasy et que j'étais très curieux, parce que je suis pas un pratiquant du hobby. Et je connais pas. Nous ne l'avons pas précisé en intro, mais effectivement, vous deux, vous ne pratiquez pas le hobby. On est des gros néophytes. Moi, je suis très curieux de cet univers, et c'est pour ça que j'accueille avec beaucoup de bienveillance les adaptations proposées par Marvel à terme. Mais du coup, je m'étais beaucoup intéressé à ce truc-là par rapport à l'inspiration qu'on avait pu trouver dans les jeux de Blizzard notamment, etc. Et c'est vrai que de base, une autre boîte avec laquelle il y a eu pas mal de liens effectivement, très étroits. Un autre podcast, je pense, là, pour effectivement, le coup. On fera un jour si vous le voulez. Bah voilà. Mais donc, l'esthétique qui était développée par John Blanche sur ses peintures à lui ressemble justement beaucoup à ce qui étaient les premiers comics de Dredd, quand le personnage a commencé à devenir un peu plus bouffi, un peu plus musclé, un peu plus touffu, un peu à la Frank Miller, justement, espèce de style vraiment très musclé, très carré.
Il y a des inspirations évidentes. Les personnages de l'univers de Judge Dredd, qui sont donc les juges, qui sont à la fois les tenants du pouvoir et la police politique et la police générale, militaire, civile, ils sont un peu comme des Space Marines, dans le sens où ils sont entre guillemets augmentés, ils sont hypnotisés pour devenir plus puissants, on les prend à l'âge de 5 ans et ils ont 15 ans d'entraînement avant d'être lâchés sur le champ de bataille, entre guillemets. Ils ont une mission à exécuter dans la zone de l'apocalypse, qui est une zone qui est dévastée par l'orage nucléaire, etc., où généralement le taux de réussite est très faible, donc on peut retrouver des parallèles avec justement l'entraînement de notre bon Marneus avant de devenir maître de chapitre. Bien vu. Et même en général, au niveau du lore visuel, on va dire, t'as le flingue, le Lawgiver, qui est un peu comme le Bolter, je crois, des Space Marines. Et il y a comme ça, en fait, l'idée que dans le futur, on va finir par s'affranchir en fait, de la loi et de l'ordre et juste filer tous les pouvoirs à un corps militarisé tout puissant qui peut pas être mis en question et qui est surtout inféodé à un dogme qui est de protéger toujours le pouvoir. Et les juges, justement, sont pas des êtres humains, ils sont pas capables d'avoir un libre arbitre, ils sont là que pour faire respecter la loi. C'est plus des sortes de robots humanoïdes, entre guillemets, qu'on a endoctrinés et qu'on a entraînés pour devenir tout puissants et du coup balayer l'opposition éventuelle. Ce qui fait que, effectivement, déjà, moi je vois ce petit parallèle-là dans l'idée du soldat fasciste du futur qui va être la menace que le peuple ne pourra plus endiguer et qui va du coup régner en maître sur la galaxie. Après, on pourrait aussi tirer des parallèles effectivement avec Rogue Trooper, qui a des soldats du futur qui sont génétiquement modifiés pour résister à l'atmosphère d'une planète qui s'appelle New Earth, où il est pareil, l'orage nucléaire a créé un air radioactif et empoisonné. Après, voilà, c'est aussi des soldats très, très puissants, etc. Mais la comparaison s'arrête là, même si j'ai cru comprendre qu'il y avait des figurines de la garde impériale qui ressemblaient un peu aux Troopers. Ouais. Voilà, ou à Strontium Dog aussi, qui est un autre personnage de 2000 AD. Mais du coup, pour Nemesis de Warlock, donc là, c'est là que la référence est la plus évidente. Donc c'est une BD, encore une fois, de Pat Mills et Kevin O'Neill, le mec qui fera plus tard la Ligue du Gentleman Extraordinaire avec Alan Moore. C'est un univers, en fait, qui, au départ, part juste comme une sorte de dystopie automobile, on va dire. Dystopie de la route, encore une fois, comme la course à la mort de l'an 2000. Bardé de références à la musique rock, il y a plein de chapitres qui portent des noms d'albums de rock et tout. Où en fait, on a un véhicule rebelle qui combat la police de l'autoroute, dirigé par le vilain Torquemada, en référence à un inquisiteur, le premier grand inquisiteur de l'inquisition espagnole au XVe siècle. Sachant qu'il y a aussi un inquisiteur Torquemada dans Warhammer 40 000. Ah ouais ? Oui. Ah bah voilà. Je pense que c'est directement repris de... Mais il y a aussi, d'ailleurs, pendant que j'y pense, il n'y a pas une figurine qui est Judge Dredd, l'Adeptus Arbites. L'Adeptus Arbites, ouais, je voulais en parler un petit peu après, mais désolé, effectivement... je te crame tout. Mais non, t'inquiète, c'est bien. Mais effectivement, pour ceux qui visualisent peut-être plus Judge Dredd que l'Adeptus Arbites, qui en plus a un peu disparu, a été un petit peu dilué dans d'autres figurines, notamment les Enforcers pour le jeu Necromunda désormais. Mais il y a eu une époque où les Enforcers étaient vraiment l'Adeptus Arbites, et l'Adeptus Arbites avait le même, comment on appelle ça, la même épaulière, tu sais, en forme d'aigle. Ouais. Et ils avaient aussi les mêmes codes couleurs avec, tu sais, le casque qui est un peu cerclé de rouge au niveau des lunettes, au niveau des yeux. Donc c'était littéralement un hommage. Le début, on l'a dit dans notre épisode sur Rogue Trader, mais les débuts de Warhammer 40 000 sont l'hommage qui est borderline une imitation ou une copie, tu vois, parce que ça soit dans, par exemple, les utilisations des dieux, des dieux du chaos de Elric, ou par exemple, tu vois, l'idée de faire des rogues, des Adeptus Arbites qui sortent tout droit de Judge Dredd, et avoir cette perméabilité-là, voire même entretenir une forme de confusion. La rumeur voudrait qu'en fait, puisqu'ils éditaient des figurines d'une autre licence, l'idée à la base, puisque Warhammer 40 000 et Warhammer n'étaient pas bankable, l'idée c'était de dire ouais, mais en fait, si on édite un truc qui est un mélange de toutes les figurines qu'on édite au nom d'un ayant droit, peut-être que les gens iraient piocher dans la gamme Judge Dredd, puis dans la gamme Rogue Trooper, puis dans la gamme Donjons et Dragons qu'on édite, tu vois. Donc en fait, les origines de Warhammer 40 000 sont un peu floues, parce que ce qu'on a dit avec Presley, c'est qu'il faut qu'il y ait un petit peu tout ce qu'on est en train de vendre. Et je pense que l'Adeptus Arbites, il y a de fortes chances qu'en fait, ça soit un clin d'œil plus qu'appuyé au juge, au sens où certes, c'est une manière de faire une petite tape dans le dos à 2000 AD, mais c'est aussi un moyen de continuer à vendre des figurines de juges, même si elles ne sont pas faites pour Warhammer 40 000 à l'origine. Bon, après, ça n'a jamais été prouvé, mais je pense, tu me corriges, JB, mais je pense que le parallèle est tellement évident, esthétiquement parlant, que... Ouais, je pense qu'ils n'avaient pas signé de contrat de copyright à l'époque, mais on n'en est pas loin. Tout se faisait autour d'une pinte au pub, et on n'en parlait plus, quoi. La bonne époque. Effectivement. Et donc reprend sur notre ami Nemesis de Warlock et la police de l'autoroute. Exactement, donc on part là-dessus au départ avec le tube, qui est donc un grand système de circuit autoroutier. Truc d'Elon Musk là, ou rien à voir? Non, rien à voir. Bah si, quelque part en un sens, oui, il avait un peu anticipé, merci Pat Mills. Donc après ça, si tu veux, la série va morpher, on va dire, parce que souvent à l'époque, Mills pose des idées, et puis on regarde un peu comment est-ce qu'il peut les pousser ailleurs.
Il y avait plein de projets très bizarres. Tout façon, au début, il y avait vraiment beaucoup de séries qui ont beaucoup évolué. Même au départ, Judge Dredd, c'était vraiment très cynique, par exemple. C'était vraiment juste le juge, c'est la police du futur. Il va juste dérouiller des types numéro après numéro. Il aura des esclaves qui seront des robots. Il y a même des passages très comiques, très bizarres. Il y a plein d'idées qui, pareil, comme pour Warhammer, il y a plein d'idées au début de Judge Dredd qui seront plus réutilisées ensuite. Où Dredd a un frère jumeau, où on voit le visage de Dredd, qui est une aberration pour les fans de 2080. On voit jamais le visage de Dredd, il n'enlève jamais son casque, tu vois. Et bah, là, c'est pareil pour Nemesis. Le Mandalorian, ça je connais. là, on bifurque vers un truc qui est très différent. C'est-à-dire que en partant de ce principe, donc on a un véhicule qui est piloté par Nemesis, qui est donc le héros de la série. Et au départ, il ne sort jamais de son véhicule. C'est juste un véhicule qui a une forme très particulière, qui dit Crido, c'est sa seule réplique, il dit toujours Crido, ce qui veut dire grosso modo vengeance, on va dire, ou rébellion. Et il combat donc la police de l'autoroute. Et puis, on va déporter cette idée parce qu'il y a quand même un gros travail de design qui a été fait par Kevin O'Neill, notamment pour habiller cette police de casques qui font très Ku Klux Klan, très aussi médiévalité. Enfin, c'est des hommes croisés avec des squelettes. Il y a vraiment un énorme travail de construction des visages et des gueules qui sont complètement inhumaines, anormales. Si, ça rappelle beaucoup l'esthétique de Warhammer 40 000. Oui, complètement. Côté médiéval, mais dans le futur, quoi. Bah justement, c'est là où j'allais aller parce que, à mon avis, en partant des bonnes idées visuelles de O'Neill, il a dû se dire il y a moyen de faire un truc qui soit plus intéressant que ça. Et donc, on coupe vraiment avec ce qui était avant, justement, le côté autoroutier, etc. Et on va vers un univers où Terra, donc la Terre, dans un futur relativement lointain, a été envahie par des extraterrestres, croit-on alors, et pour se défendre, l'humanité a créé des chapitres de Terminators, donc ce sont des super soldats, encore une fois, du futur. Tiens. Voilà, mais là encore, à l'époque, les obsessions étaient toutes les mêmes partout, hein, entre guillemets. Ça me dit quelque chose, ce nom. Eh oui. Et en l'occurrence, ces troupes-là ont réussi à booter les aliens et à du coup refédérer le pouvoir local sur Terre, sur Terra, et ont mis à la tête du pouvoir un homme qui se trouve être le grand inquisiteur justement de l'armée terrestre, et un inquisiteur qui, parce qu'il est né justement d'une invasion alien, est très raciste, et très, comment dirais-je, suprémaciste, on va dire. Voilà, c'est-à-dire que la race humaine, oui, le reste, non. Et la race humaine blanche, si possible, il y a vraiment des répliques qui sont... Aujourd'hui, ça passerait pour une BD de wokiste. Vraiment, il y a des répliques où le méchant, il dit « Maintenant, vous êtes tous des hommes blancs. » Point. Et c'est écrit tel quel dans le texte. C'est encore une bande dessinée de SJW, ça. De la politique dans mes comics. Oh non. Alors, partant de là, effectivement, on va développer un lore où l'humanité, en prétextant d'avoir été attaquée, va envahir les autres fédérations galactiques environnantes et va en fait aller sur ces pays-là, enfin dans ces planètes-là, massacrer de l'extraterrestre, réduire en esclavage des extraterrestres. Et voilà, enfin, former des guerres avec des peuples aliens où des armées toutes puissantes ne rencontreront aucune vraiment opposition, jusqu'à Nemesis, qui lui, une fois qu'il sort de son véhicule, maintenant c'est connu, à l'époque c'était un twist, maintenant ce n'est plus le cas, est un extraterrestre qui possède, alors qu'il y a un extraterrestre qui est à la fois un guerrier et un magicien, qui maîtrise la magie du chaos, et c'est le seul qui peut s'opposer à Torquemada, qui est donc le grand et tout-puissant leader, qui est à la fois évoque, parce qu'il y a vraiment un côté inquisiteur qui est très énervé dans l'univers de Nemesis de Warlock. C'est vraiment, en fait, le propos de Pat Mills à l'époque, c'était de dire, grosso modo, les conservateurs blancs sont des racistes, c'est eux qui vont un jour prendre le pouvoir, et là, tout le monde va être dans la merde. Encore une fois, hein, je le rappelle, il y avait des émeutes ethniques à l'époque, enfin des émeutes raciales à l'époque au Royaume-Uni. On n'a pas forcément retenu tout ça, en fait, du parti républicain, conservateur britannique, de Margaret Thatcher et tout. On a retenu les fermetures de mines, l'homophobie, etc., mais ça existait aussi. Et c'était vraiment la BD... de Pat Mills qui parlait du racisme en fait. Et donc pour ça, il a repris effectivement l'image du Ku Klux Klan. Et vous voyez Torquemada, c'est évident, c'est un triangle, hein, son casque, on voit jamais son visage non plus. Et justement cette espèce d'idée de l'inquisition espagnole qui va chasser les hérétiques, les fanatiques, les infidèles, qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne sont rien, entre guillemets. Et du coup, les peuples aliens, c'est pareil, c'est-à-dire que les peuples aliens ne sont pas des humains, donc ce sont des hérétiques et il faut les punir ou les enfermer. Donc là s'enchaîne une très très longue série qui va être à la fois justement un croisement entre la médiévalité, ça combat beaucoup à l'épée. Il y a des chevaux, il y a des pendaisons, c'est une esthétique très gothique, justement comme Warhammer 40 000, ou des grandes cathédrales surplombant un monde de science-fiction où il y a quand même de la technologie. Mais on a vraiment fait un gros retour en arrière, justement pour symboliser l'obscurantisme et l'envie de retrouver des valeurs féodales, quitte à renoncer à l'humanité, etc. Et la comparaison s'arrête à la fin du volume dessiné par Kevin O'Neill, qui après sera remplacé par Brian Talbot de mémoire, où en fait Torquemada est vaincu par Nemesis, mais comme l'empereur, il est vaincu, mais il n'est pas mort. C'est un corps décharné qui va diriger l'humanité entre fantômes et esprits humains, etc., qui continue à donner des ordres et qui, quelque part, reste la figure centrale de la propagande d'État,
qui sert justement à ce que les inquisiteurs et surtout les chapitres de Terminators continuent à opérer pour les massacres, etc. Donc voilà. Question rapide, c'est dispo chez Delirium ça? Ouais, tout. Putain, je vais l'acheter demain. Tout. Et c'est super bien. En plus, c'est une superbe édition, très très grand format. Ouais, c'est- et puis, alors, le trait de Kevin O'Neill, c'est un délire. Le Ouais. moindre inquisiteur, il a un casque, mais c'est incroyable au niveau du design. J'avais juste oublié de rappeler pour la comparaison avec Judge Dredd aussi qu'il y a les psychiques, les sentients psychiques, on va dire, dans l'univers de Judge Dredd aussi, qui peuvent capter pareil une sorte de connexion avec le monde des esprits et prévoir le futur, etc. Comme le personnage de Judge Death quelque part, qu'on pourrait un peu assimiler au chaos, au juge noir, etc. Donc voilà pour mon bel exposé. Et C'est un très je bel ne sais pas exposé. comment finir cette phrase maintenant. Qui nous prouve que Warhammer 40 000 n'a pas inventé grand-chose et a été cette espèce d'agglomérat que nous on trouve génial, mais qui effectivement a été pioché ses influences un peu partout. C'est vrai qu'on avait régulièrement partagé notamment des liens avec Dune assez récemment, mais effectivement 2000 AD est peut-être l'autre parent très, très fort en fait de cet univers-là, et c'est plutôt cool d'avoir ce résumé de la part d'un amateur. Oh là là. Mais je pense qu'il y a un parallèle qui pourrait vraiment faire sauter les yeux de beaucoup de fans de Warhammer 40 000, qui est vraiment dans un épisode de Nemesis de Warlock. L'Inquisition, enfin du coup l'armée des méchants, récupère une vieille technologie qu'ils n'utilisent plus depuis très longtemps, avec une sorte de grand tank mouvant et quasiment humanoïde. En fait, ils savent pas trop comment le faire fonctionner. Il y a une sorte de rapport un peu religieux et mystique à ce côté. Ça vient d'avant, donc forcément c'est une machine, donc forcément c'est utile. Et là, vraiment, en faisant des recherches moi-même à l'époque, après l'interview de Kieron Gillen, c'est souvent la scène que tout le monde dit non mais c'est sûr, ils ont lu au moins ça. Parce que Au moins ça. il y a des référents trop clairs. Non, complètement. Et effectivement, ça vous prouve que nos amis créateurs chez Games Workshop étaient fortement inspirés de tout ce que faisait 2000 AD à l'époque, au point même de vouloir quelque part un petit peu les imiter, avec quelques années de retard malgré tout, puisqu'il faudra attendre 1997 et avril 1997 pour être exact, avec du coup Inferno, qui est du coup un magazine qui est édité par Black Library. Alors aujourd'hui, Black Library, pour les gens qui ont suivi ce podcast ou qui connaissent bien Warhammer 40 000, c'est l'antenne d'édition en fait de Games Workshop. C'est là où il y a tous les romans notamment, qui sont très populaires et maintenant s'inscrivent parfois dans le New York Times des best-sellers pour les résidus russes. Mais à l'époque, en fait, Black Library est lancé surtout pour publier cette anthologie de comics qui est qui sort une fois tous les 2 mois. Donc on est vraiment sur le format un petit peu 2000 AD, peut-être pas encore exactement, mais il y a des histoires courtes, des bonus, des artworks, des diagrammes, des rapports parfois écrits in-universe de soldats, etc. Et bien sûr, plein de petits comics qui vont lancer la carrière de pas mal de personnages connus pour l'univers de Warhammer 40 000, mais aussi de certains auteurs qui deviendront un peu la première génération d'auteurs Black Library quand Black Library se tournera quelques mois plus tard vers les romans, puisque du coup je crois que c'est en 98 ou en 99 d'ailleurs que les romans arriveront. Donc au départ c'était très comics en fait, l'ADN de la littérature Warhammer 40 000 et Warhammer de manière générale, c'était surtout par la bande dessinée, et peut-être parce qu'il y avait ces emprunts visuels que Corentin vous a détaillés en fait, parce qu'il y avait une appétence en fait pour ces trucs là, comme tu disais, de médiévalisme et en même temps de science-fiction, et le succès de Inferno est tel qu'en mars 98, donc quasiment un an après, on va créer une revue qui cette fois est 100% sur le format anthologie mensuelle à la 2000 AD, avec 3 à 4 histoires de 7 pages, qui va sortir tous les mois. Qui du coup va lancer un certain nombre d'auteurs. C'est le cas notamment de Kieron Gillen, dont le premier travail payé sera dans Warhammer Monthly. Et je crois qu'il a signé 2 histoires là-bas. Il y en a une avec des Skaven pour les fans de Battle, et je crois qu'il y en a une autre Warhammer 40 000 avec des Necrons. Mais il y a aussi d'autres auteurs, et c'est là où on retrouve la perméabilité entre 2000 AD Games Workshop, puisque il y aura aussi du Pat Mills dans Warhammer Monthly, puisque pourquoi en fait être concurrent quand on peut être ami et puis s'amuser un petit peu de tout ça. Est-ce que toi qu'est-ce que tu en penses de ça, Corentin ? De quoi ? Des rebonds rebonds éventuels ? Non, mais je trouve ça assez marrant d'imaginer qu'en fait... c'est assez rare
c'était une autre époque aussi, mais parce que maintenant on est sous des grandes corporations qui contrôlent même, tu vois, les trucs un peu punk au final appartiennent, sont reliés d'une manière ou d'une autre souvent à des grosses structures. Mais là on a vraiment. Tout Fazenelli aussi maintenant. Oui, maintenant aussi, mais tu vois, vraiment à l'époque ça fait un peu genre vous m'avez copié, mais en même temps vous avez fait le JDR Judge Red qui est cool, donc on va venir faire une petite histoire à Warhammer 40 000 parce que votre esthétique. Enfin, il y a vraiment un côté pote en fait, enfin bande de Bien potes, sûr, référence commune qui fait que les mecs mettent leurs différents côtés pour écrire pour des univers qui se ressemblent beaucoup et qui sans doute viennent un peu de la même colère ou aussi un certain nombre de références communes. Après, il y a un truc à dire, c'est que Pat Mills, il est pas très connu en France du fait de ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au problème d'édition de 2080 justement sur notre territoire. Il est plus connu sur d'autres trucs plus franco-belges quoi en fait. C'est-à-dire que grosso modo, tu vois, précisément par exemple, là il y a eu Marshall Law, pas tout à fait récemment d'ailleurs, mais Marshall Law a été édité par Urban Comics et beaucoup de gens ont découvert Marshall Law, qui est une BD parodique où il reprend tous les personnages de DC, de Marvel, donc Batman c'est un pédophile, Superman c'est un taré, les personnages de Marvel ils sont tous à l'asile. L'homme invisible, enfin le Mister Fantastic, il croit que sa femme est l'invisible, mais non, elle n'existe pas, il est juste schizophrène et tout. Enfin, il y a plein d'idées à la con comme ça, parce que le mec, il a toujours détesté en fait le merchandising en général, et il déteste les super-héros pour ça. Il déteste la façon dont la culture en fait devient un produit de consommation, et c'est un truc dont il parle régulièrement dans Judge Dredd. Par contre, lui-même, si tu veux, quand il faut donner la patte et quand il faut aller collaborer avec d'autres gars, etc., il a jamais été contre. Et de fait, il s'estime très heureux justement d'avoir eu un impact culturel. Et très honnêtement, je pense pour cette génération de gens qui ont grandi avec ces cultures un peu alternatives que sont le fait de jouer à des figurines dans des univers particulièrement punk comme ça, qui sont liés aussi à des imaginaires, j'imagine, proches du métal ou proches de pratiques un petit peu, de curiosité, on va dire, différentes de la norme. Pat Mills, c'est une sorte de messie pour ces gens-là. Tu vois, Alan Moore a souvent cité Pat Mills comme l'un des premiers mecs qui a fait bouger les choses à ce niveau-là. Lui-même, après, n'a rien inventé. Il s'est inspiré de Moebius, s'est inspiré de ce qu'il fallait chez Metal Hurlant, les Français, justement, pour essayer d'amener de la science-fiction un peu intéressante sur le devant de la scène. Mais à mon avis, je pense que quand tu étais chez Warhammer à l'époque et que tu voulais faire de la BD, c'était pas compliqué de s'imaginer que le gars était un petit peu le Steve Jobs de la contestation, on va dire, et que c'était intéressant de le ramener. Même si, encore une fois, c'est bizarre parce que par rapport à Alan Grant et John Wagner, qui sont ses deux héritiers, et qu'on fait toute la saga de Judge Dredd pour le chef-d'œuvre que c'est aujourd'hui, lui n'a jamais été justement sur le devant de la scène. Et encore aujourd'hui, j'en parle à des gens qui me disent qui ça, le mec qui a inventé Judge Dredd, qui ça, moi je connais pas, etc. Donc à mon avis, c'est assez légitime et normal qu'il l'ait récupéré lui. Par contre, pour Kieron Gillen, c'est marrant de voir que du coup sa carrière est une sorte de boucle complètement obsessionnelle, que je pense un petit peu comme tous les gros fans de Warhammer qui finalement, dès qu'ils ont l'occasion d'y retourner, tu vois, ils se disent Warhammer, pourquoi pas. Sachant que l'interview qu'on avait faite à l'époque, alors c'était un petit peu en off, mais maintenant l'eau a coulé sous les ponts, donc je pense qu'il m'en voudra pas si je le dis. Mais il disait je ne ferai plus de travaux de commande. On était en plein dans le succès de Week Div, qui est sans doute la BD préférée de Jean-Baptiste. Pas la BD préférée, mais l'une de tes préférées. C'est dans le top 5, quoi. Effectivement. Et du coup, il disait qu'il avait que si vraiment il devait revenir en travail de commande, ce serait pour Warhammer 40 000, et qu'il laissait sous-entendre qu'il avait déjà refusé en fait une première fois, et que du coup, parce qu'il avait refusé tout. Et en fait, je sais pas, je pense qu'il a remis le pied à l'étrier chez Marvel sur des trucs de super-héros. Et c'est à ce moment-là que Games Workshop a aussi signé le contrat avec Marvel, dont on reparlera tout à l'heure, mais qui effectivement l'a ramené un petit peu, comme tu dis, dans cette boucle obsessionnelle. Mais bref, on s'avance un petit peu sur le contenu. Revenons un petit peu à Warhammer Monthly, qui effectivement a permis à Pat Mills de faire des histoires dans l'univers de Warhammer 40 000, ce qui est quand même pas une chose tout à fait anodine, mais nous a aussi donné des graphic novels, si on veut utiliser les termes un petit peu marketing, n'est-ce pas, mon cher Arnaud Kikou, tu ne m'en voudras pas? Pas du tout. Non, pas du tout. Que nous autres ghouls affectionnons particulièrement. Il y a Démonifuge d'un côté et il y a Blood Quest de l'autre, qui au départ du coup sont parus mois par mois dans Warhammer Monthly, et ensuite sont sans doute... c'est pas du graphic novel alors. Oui, mais graphic tu sais... novel, c'est quand ça sort directement en album. Je me permets de... Alors du coup, Watchmen, c'est pas un graphic novel? Non, techniquement pourtant, non. Non. Oui, mais c'est marketé comme ça parce que ça fait partie des premiers comics qui ont été justement regroupés dans des albums pour avoir une seconde vie et un autre type de marketing, et notamment rejoindre des espaces de librairie plus généralistes au-delà des comics shops spécialisés. Mais techniquement, non, c'est pas du graphic novel. Bon, c'est triste. On aura appris un truc, mais en tout cas, c'est vrai que Démonifuge et Blood Quest ne sont jamais arrivés dans les librairies généralistes ou spécialisées, ce qui est bien triste. Moi, pour l'anecdote, Démonifuge, je l'ai lu parce que c'est sorti une première
première fois en VF il y a quelques années, et je crois que c'était en 3 tomes, c'était en noir et blanc. Il y a quelques années, pour l'édition 20e anniversaire, c'est ressorti en couleur, directement édité par Black Library, si je dis pas de bêtises, c'est ça. T'étais venu le présenter chez First Print. Et effectivement, j'étais venu le présenter pour votre calendrier de l'Avent. Je propose de passer la parole à JB pour ces 2 bouquins-là et nous dire un petit peu, puisque c'est un peu les 2 fleurons de cette époque de la BD Warhammer 40 000, qu'est-ce qu'on en pense avec le recul. Moi j'ai eu la chance, je les ai découverts là récemment, parce que comme tu disais, ils ont été réédités par Black Library, et on sent que c'est des comics d'une autre époque, on va dire. Il y a que ça soit dans le... Non mais plus... C'est la jolie tournure, ça. Non, au-delà, tu sais, genre du dessin, ça, mais dans le découpage, dans le rythme, en fait, ça va super vite. On n'est pas encore dans l'ère de la décompression à la Bendis, quoi. Pas du tout. Là, t'as vraiment des changements complets de statu quo en 2 pages, et après ça passe à la suite. Ça va Démonifuge, ça va super vite. Genre, j'étais en train de dire, je te le fais. Mais quoi, il se passe déjà ça, tout. Et t'as vraiment des espèces de trous aussi dans le récit, ce que t'as pu maintenant, avec vraiment des gaps temporels et des ellipses un peu tout le temps. C'est un peu bordélique en fait, Démonifuge. Blood Quest, c'est un peu plus resserré parce que tu vas suivre 2 personnages qui ont une quête où en fait ils vont aller affronter, ils sont dans le warp et ils vont affronter un peu tous les démons du chaos, et ils passent un peu des étapes comme ça au fur et à mesure. Mais Démonifuge est plus intéressant, je pense, même en termes d'objets BD, justement par son rythme, par sa narration très étrange, que Blood Quest, qui est un peu pas ouf, on va le dire. Malheureusement, les éditions couleurs de Black Library sont pas géniales. C'est de la colo numérique un peu violente. Moi, j'aurais bien aimé les découvrir en noir et blanc, mais c'est compliqué de les trouver maintenant. Mais surtout que ça a l'air d'apporter une forme de relief qui doit pas être présente sur les dessins à la base. En Moi, fait. du coup, j'ai l'édition j'ai la première partie en noir et blanc, et qui m'avait complètement bouleversé à l'époque, parce que d'une violence extrême. Je pense que c'est l'un des comics les plus violents que j'ai lu à l'époque, parce que j'étais quand même relativement jeune. Je sais pas si j'avais... Je crois que T'avais 4 ans, voilà. Non, peut-être pas, mais je crois qu'un des trucs les plus violents que j'avais lu, c'était par exemple The Dark Knight Returns, mais qui m'a fait le même effet. C'est-à-dire que quand je voyais Batman fracasser des types, j'étais en mode, oh putain, en fait Batman c'est pas comme dans les cartoons, hein, ça peut être c'est sombre. Et je me souviens notamment de cette planche là en particulier, que je vous montre là en direct, où on a un Space Marine Black Templar qui affronte un démon, et qui dit du coup en VF c'était, j'ai encore la réplique en tête, par tout ce qui est puissant je crache sur toi, meurs démon, meurs. Et en fait j'étais complètement déstabilisé par le fait que cet univers que je trouvais assez cool de les Space Marines c'est les gentils, etc. Et en ouvrant ça, j'étais en fait les Space Marines sont monstrueux. En fait, c'est la façon dont ils parlent, la façon dont ils sont dessinés, ils font peur en fait. Et c'est un truc peut-être qui s'est peut-être un peu perdu en cours de route. On en reparlera pour Marneus Calgar sans doute. Mais c'est vrai qu'à l'époque ça m'avait fait un choc. Même la représentation des démons, il y a un démon à un moment qui prend possession de quelqu'un, et en fait c'est ces ongles qui se glissent sous la peau du visage de quelqu'un. Enfin, il y a vraiment des images qui sont hyper fortes et qui en noir et blanc donnaient l'impression de lire un truc presque interdit en fait. Sachant que l'histoire de Démonifuge, c'est que du coup c'est une sorte de bataille qui écrit un codex pour combattre les forces du chaos, mais qui est considérée du coup comme hérétique parce qu'elle a écrit un bouquin qui permet de les combattre. Donc est-ce qu'elle n'a pas été d'une certaine manière trop en contact avec cette hérésie-là? Mais c'est pas la même que dans la récente mini-série Sisters of Battle, parce qu'elle a le même costume avec les... ça ressemble, mais c'est pas elle, effectivement. Mais Okay. c'est en partie... Alors, pour faire un petit parallèle intéressant, puisque on est quand même sur Lane Rider et pas sur First Print, même si bon... Voilà. J'ai oublié de dire aussi, je suis désolé, Judge Red 1 aussi, un Land Rider. Voilà, c'était bam. Allez, c'est quoi, c'est la moto? Non, c'est un tank du désert. Ah, ok, un tank du désert. Eh bien, très bien. Tout est lié. Et effectivement, il y a quelques années, ça fait quoi? Ça fait 2 ans que la sortie de Freilstern, qui est l'héroïne de Démonifuge, elle a une nouvelle figurine. Donc en fait, elle a une figurine. Sachant que les personnages de Blood Quest ont eu des figurines à l'époque, donc qui sont bien moins belles. Mais la figurine des Freilstern est super, et elle est avec l'un de ses compagnons qui est un Eldar Harlequin, donc qui navigue la toile et tout. Après, en fait, ce qui est assez cool avec Démonifuge, même encore avec même la version colorisée, etc., c'est que je trouve que tu vois énormément de facettes de l'univers. Alors comme disait JB, la narration fait qu'en fait, d'une page à l'autre, tu passes d'un aspect de l'univers à l'autre. En fait, c'est ça va tellement vite, et ça te montre beaucoup de choses. Tu vois des démons, tu vois des xénos, tu vois plein de trucs. Vraiment, Démonifuge, je pense, c'est une bonne BD. Les autres trucs que j'ai ramené, la Blood Quest et Space Wolf, ça c'est nul à chier ça. Pourtant Danamnet, mais on en reparlera après. En fait non, mais il se passe rien. C'est genre c'est 45 pages pour un garde impérial qui marche dans le blizzard. Ouais, c'est tout ce qu'on a. Et un Space Wolf avec lui.
Effectivement. Et tout ça pour dire qu'effectivement, on a parlé des deux grandes sagas en fait de cette époque-là, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu effectivement, du coup, une série Death Watch déjà. On en reparlera parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y a eu le Death Squadron. C'est cette série-là dont tu parlais en off, Corentin, sur ces fameux orques aviateurs. Flames of Damnation. Nous avions Inquisitor Ascendant, déjà avec Dan Abnett qui deviendra l'une des plumes, si ce n'est la plume en fait de Black Library. On a eu les débuts de Cal Jericho, qui est un personnage Necromunda qui a eu sa propre BD. Il y a eu Lone Wolves, toujours de Dan Abnett. Obvious Tactics et Redeemer de Pat Mills, du coup, dont on parlait tout à l'heure. Et il y a même une série Titan, à ne pas confondre avec l'éditeur Titan du même nom, dont on va parler juste après. C'est pour ça, je vous donne un petit peu des infos, parce que c'est vrai que ce podcast est assez complexe. C'est pour ça qu'on a fait venir des spécialistes, parce que JB et moi ne maîtrisons pas tout ça. Si, un petit peu, mais pas autant. Bref, c'était une époque. Quelle boîte d'édition et quelle boîte d'édition si. Vraiment un noob, toi. Mais tu vois, j'essaie de créer un lien avec l'éditeur, l'auditeur ou l'auditrice qui, du coup, galère un petit peu entre tous ces noms propres que nous lui jetons à la figure. Et c'est vrai qu'on s'en donne à cœur joie parce qu'entre 2000 AD et Warhammer 40 000, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai retrouvé, du coup, c'était Death Squadron que je cherchais tout à l'heure. Bah oui. C'est le truc avec les orques aviateurs. Là. C'est ce que C'était j'ai super bien dessiné, ça. Effectivement. Ouais, mais je cherchais pendant qu'il disait. C'est pour ça que tu n'écoutais pas en même temps. Ouais. Voilà. Et donc, t'avais bien aimé. Et t'avais lu ça comment? Tu t'en souviens ou pas? Alors, peu tombé c'est dessus pas par forcément un truc qu'il faut dire s'il y a des éditeurs qui nous écoutent, mais des fois, tu tombes sur un site. Je sais même pas si c'est sorti en VF, honnêtement. Donc, non, j'ai lu en VO et en numérique, on va dire. Okay. Et en fait, si tu veux, c'était, je pense, à l'époque où tu m'avais conseillé tu m'avais conseillé des Monifu, je crois, à l'époque sur les réseaux sociaux. Et j'avais cherché un petit peu quel comics Warhammer. En fait, moi, si tu veux, je lis les premières pages. Si je vois que le dessin me plaît pas, je zappe. Et celui-là, je m'étais arrêté dessus parce que ça faisait vraiment justement très 2000 AD au niveau, parce qu'il y a beaucoup de séries d'aviation aussi. C'était du noir et blanc super ciselé, qui vraiment faisait années 70-80, quoi. Alors, au niveau du scénario, je ne saurais pas trop vous dire, c'est les orques, donc j'imagine que c'était écrit un peu bizarrement. J'ai envie de le lire maintenant. Ouais, non, mais c'était vraiment, pour le coup, c'était vraiment très joli. Et c'est un truc qui est très prisé des fans vieux de la vieille qui ont pu connaître cette époque-là ou qui ont tombé sur les reliés qui a pu sortir il y a quelques années. Mais après, contrairement à des Monifish ou Blood Quest, tu vois, ils éditent ça, les éditions 20e anniversaire, si je dis pas de bêtises, elles ont 2 ans. Donc c'est vraiment. Ouais, 2 ans. Oui, c'est ça, il me semble même que 2098. des Monifish, il me semble même qu'il est sorti en VF. Ouais. Pareil, chez Black Library. Les autres sont sortis qu'en VO. Ouais. Ou alors Blood Quest, il y a eu le premier tome et pas le deuxième parce que nique les gens, comme à chaque fois. Ouais. Mais je pense que pour des fans de Warhammer, au moins des Monifuges, c'est un truc à lire. Les autres, on peut peut-être les passer, ou alors si vous êtes un peu complétiste, ou si vous aimez beaucoup les Blood Angel ou les Space Wolf, ou la Garde Impériale. Il faut aller piocher. Mais après, vous avez les noms, allez regarder, googlisez ça et faites-vous votre propre avis, puisque là, nous avançons un petit peu dans le temps et nous arrivons en 2006. Puisque là on va rentrer dans le Dark Age d'une certaine manière et en même temps dans une forme de Golden Age déjà, puisque c'est la première fois où effectivement notre ami Games Workshop va se décider à s'associer à un autre éditeur. Boom Studios, les gars, en ce moment on est en plein air ou en renaissance de Boom Studios, non? Ça signe des gros chèques pour avoir des grosses exclus et des grosses rostades, parmi lesquelles Arnaud Kikou, tu veux le dire? Keanu Reeves, pourquoi? Pour quel BD? Berserker. Il est incroyable. Ouais, mais dans le game du comics, ça quand même. Ça fait depuis quelques années, surtout que c'est un éditeur qui se fait beaucoup remarquer par le succès commercial de certains de ses titres. Alors aussi succès créatif, parce qu'en gros, les titres qui fonctionnent le plus sont effectivement de très bonnes séries. Mais ça a quelque part, ça a surpris parce que depuis que personnellement je travaillais dans ce milieu-là, c'était un éditeur qui proposait des titres en indé, mais qui subsistaient, on va dire, qui avaient le mérite d'exister. Mais là, c'est de l'ordre de, ça fait des centaines de milliers de précommandes sur un numéro 1. C'est des choses qui se font pas dans le milieu indé, qui se font plus chez Image Comics. Donc il y a un peu une forme d'essor vraiment de Boom Studios en tant que nouvel Eldorado pour le creator owned. Et qui est dû à quoi? Qui est dû à leur capacité à récupérer des auteurs, des Franchement, il y a des bons éditeurs qui travaillent chez des titres qui marketent hyper bien. Non, je pense pas que ce soit forcément une question de marketing, parce que quelque chose comme Something is Killing the Children, comme Faceless, comme Once and Future, alors certes c'est à Kieron Gillen en plus, et Dan Mora, c'est certes des très bons créatifs, mais ils n'ont pas non plus fait avancer une machine à cash ou une machine marketing incroyable. C'est juste que il y a eu un éditorial qui a su fédérer des très bons talents. Ils ont eu des bonnes propositions de titres et ils ont réussi vraiment à très bien les vendre. Il y a eu beaucoup de bouche à oreille, notamment sur certaines choses, avec des lancements qui du coup ont très bien fonctionné en fait auprès des comic shops, qui ont fait beaucoup de précommandes et ensuite un succès en appelle un autre. C'est quand même une industrie qui fonctionne à la hype aussi, un peu à l'attente.
vu que tu vas toujours regarder vers l'avant, c'est what's the next big thing. Et Boom Studios a réussi à vraiment fédérer avec le cas Berserker et Keanu Reeves, qui est un petit peu l'apothéose du modèle. Mais il continue encore de faire des. Et Something is Killing, qui était un très gros succès de librairie, Ah comme tu oui. l'as dit, effectivement. Et d'une manière générale, c'est aussi une boîte qui bosse un peu avec le marché des licences. Ils ont Power Rangers, notamment, alors qui est plus une licence importante aux États-Unis que chez nous, évidemment. Non, chez nous, souvent pas. Sachant que les fondateurs de 2010, c'est déjà des mecs qui avaient un pied à Hollywood parce qu'ils étaient là pour justement faciliter un petit peu les projets d'adaptation avant les années 2000, on va dire. Et je crois que justement, Games Workshop, c'était leur premier gros partenaire à l'époque, où c'était vraiment une petite boîte. Ils avaient fait quelques BD de Joe Casey un peu, ils avaient quelques petits projets par-ci par-là, mais c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui, où effectivement c'est un éditeur qui compte. Et qui compte justement parce qu'ils ont c'est pas un éditeur britannique, Boom Studios. Ah non, pas du tout, non. Donc c'était finalement le premier passage aux États-Unis pour en tout cas la question comics chez Games Workshop. Alors après il y a toujours eu des rapports très très étroits avec les Américains et on pense notamment mince, le nom m'échappe, le créateur de Donjons et Dragons, JB, Gary Gygax. c'est effectivement qui a un petit peu Wow. donné le Bah oui, Trop facile. donné le change à Games Workshop. chacun sa spécialité. Chacun son expertise. Au lancement de. Mais oui, c'est pour ça qu'ici on rencontre les expertises se rencontrent. Mais effectivement, Boom Studios n'en était pas à cet âge d'or en fait qu'on est en train de vivre en ce moment. Cela dit, du coup, en 2006, quand Games Workshop passe la main et se dit bah tiens, on va confier à quelqu'un dont c'est la spécialité l'édition de nos comics, ils reviennent avec du coup Dan Abnett qui va signer une mini-série sur les Black Templars qui s'appelle Damnation Crusade, Je l'ai lu. que tu as lu, qui est sorti en VF à l'époque chez Soleil dans une traduction absolument abominable, qui arrive quand même à se tromper, à confondre siècle et millénaire, et donc qui dans la 4e de couverture dit nous sommes au 41e siècle. C'est un peu dommage pour un truc qui quand même je pense Warhammer 40 000 demande un soin particulier dans la traduction par rapport à ce genre de Il détails. y a marqué 40 000 dans le titre de la licence. Donc Oui, c'est c'est ça un petit marche peu dommage. vraiment pas, quoi. Il y avait d'autres trucs là-dessus. Il y a notamment aussi, mais après tu peux pas vraiment le savoir. J'en veux pas forcément à la personne personnellement à la personne qui a traduit ça à l'époque. Tu lui en veux un petit peu, ça se voit. Oui, mais en même temps, Véhément, ça peut être payé au lance-pierre et être fait par-dessus la jambe parce que t'as pas trop le choix autrement. Il faut le rappeler. Mais typiquement, il y a un personnage qui s'appelle Tancred, qui est un nom médiéval et qui en fait est orthographié en VO comme tank, un char d'assaut, raid comme rouge. Donc en fait, c'est traduit tank rouge dans le texte en VF. Voilà. Donc, mais ça, si t'as pas la culture pour te dire, enfin la culture Warhammer 40 000 pour savoir que c'est que souvent ils utilisent des noms médiévaux ou même des noms tirés de telle ou telle culture, mais réorthographiés pour justement en imaginant que 40 000 ans se sont passés, donc il y a eu une déformation dans l'orthographe, etc. Donc peut-être que mon nom Thibaut ne serait pas avec un H ou avec un T à la fin, tu vois. Il y aurait autre chose. Peut-être, voilà, je reviendrai à un truc plus latin. Mais peu importe, Damnation Crusade, Corentin, t'en gardes quel souvenir tu l'avais lu C'est pas récent, mais c'est rigolo. 2006, En fait, j'y effectivement. repensais en. Non, mais je l'ai pas lu en 2006, mais je l'avais relu encore une fois à l'époque où je m'étais intéressé à cet univers. Non, parce qu'en lisant Marneus Calgar, justement, tu vois. Enfin, j'ai chopé des éléments de lore du coup par rapport au recrutement des Marines en fait. Oui, c'est un pitch assez similaire en fait. Oui, c'est ça. C'est les Black Templars du coup qui, en fait, eux ne prennent pas les gamins dans la pépinière, on va dire, et les massacrent plutôt que les élèves, mais les massacrent pour en faire des soldats. Ils prennent sur des petites planètes de leur fédération parce qu'ils n'ont pas de planète mère, à ce que j'ai compris. Ouais, en fait, ils sont toujours en croisade. Voilà, c'est ça. En croisade. Et du coup, ils cherchent sur des mondes des individus exceptionnels qui seraient des grands guerriers et des potentiels Marines. Et donc, ils tombent sur un gars qui apparemment est un immense guerrier un peu barbare qui limite n'a pas conscience qu'il y a une vie extraterrestre autour de lui. Ils vont le former sur les différents numéros. Et comme tu disais tout à l'heure par rapport au fait que ça va très vite, là vraiment tu passes d'une bataille à l'autre. Il y a les Necrons, il y a les Tau, je crois. Oui, il y a toutes il y a les Eldar, il y a quasiment toutes les factions de Warhammer. Voilà, et tu vois vraiment le côté un peu, encore une fois, templier, oui, parce que c'est vraiment plus un ordre religieux aussi. Il y a vraiment le héros qui doute par rapport à son côté, mais est-ce que être fier de gagner des batailles fait de moi un mec qui a de l'ego, et avoir de l'ego c'est pas bien parce que du coup tu prends un plaisir individuel alors que c'est collectif au sein d'un groupe armé et tout. Bon, au niveau du dessin, voilà, on va dire que c'est ce que c'est, hein, c'est-à-dire que c'est quand même assez agressif visuellement, je sais plus quel était sur un espagnol je crois. Mais oui, en tout cas j'avais bien aimé ce que j'en avais lu, parce que c'est pareil, c'était fourni avec chaque numéro avait des petites fiches explicatives.
Et ça m'avait Ouais. marqué parce que moi, justement, quand je rentre dans un univers, je suis souvent un peu perdu. Surtout un univers aussi dense et aussi riche. Et c'est très opaque en plus de Ouais. base. Warhammer 40 000, ça se veut comme ça, donc j'imagine qu'il faut, je pense, des aides et des trucs comme Et ça. en même temps, il y a une vraie science de la narration par les schémas, par les textes in-universe, Les les cartes, diagrammes, les cartes, etc. Donc c'est vrai que c'est un truc que Dan Abnett fait même dans ses romans. Donc c'est assez marrant. Enfin, c'est un peu, d'une certaine manière, ça rappelle. Pour citer une référence comique, ça fait un peu penser à ce que fait Jonathan Hickman sur certains de ses comics, tu vois. Genre, C'est pas idiot comme comparaison parce que justement récemment Gillen a écrit le scénario de Eternals. Merci, Eternals effectivement, et je trouve qu'il parodie un peu le style de Hickman avec Ouais, justement les diagrammes et tout parce que Ouais, c'est je suis les mêmes assez d'accord. diagrammes avec les armoiries, les familles et tout, mais la narration rend le truc limite absurde avec beaucoup d'humour sur le côté un peu parodique Ouais. de pourquoi c'est aussi compliqué. Et humour et tout, qu'on donc, retrouve, on va en parler promis de Marneus Calgar, Ouais, mais ouais. effectivement on retrouve ça aussi. Effectivement, voilà, bon, Damnation Crusade avait pas mal de qualités là-dessus, notamment sur le côté un peu bonbon. Enfin, moi je trouve qu'il y a un truc qui s'est figé en fait autour de Boom Studios. C'est vraiment cette idée qu'on allait montrer plein de factions et en fait prendre des récits assez simples, généralement avec des auteurs qui écrivaient déjà à l'époque des romans en fait chez Games Workshop, et de se dire bon, eux ils sont un peu les garants de cette voix, de cette narration, de cette sonorité un peu Warhammer 40 000, et ils l'adaptent en BD, mais ça se voit aussi que, par exemple, bon, bien sûr, des fois c'est la responsabilité du dessinateur. Moi, j'estime que c'est peut-être plus une rencontre entre le dessinateur et l'auteur qui fait le découpage. Et là, tu sens peut-être que des mecs comme Amnet, Graham McNeil, qui va lui succéder aussi, qui est un gros auteur de chez Black Library, tu sens qu'il y a un découpage qui est quand même vachement plus rigide. L'objet BD lui-même est pas très très bon en fait. C'est-à-dire que même Damonifuge ou Blood Quest sont parfois dans leur côté un peu expérimental et foutraque. Il y a un côté Tu sens punk, qu'il il y a se un passe côté un- bordélique. Tu vois les racines 2080 dans ces bouquins-là. Dans ceux de Boom Studio, je trouve que tu les as un peu perdus, quoi. Ouais, c'est peut-être un peu plus scolaire, et en même temps, ça, par rapport à un bouquin de Marvel de l'époque, surtout en 2006 où il y avait sans doute des tueries, tu devrais, à mon avis, te dire ah merde, c'est pas au niveau quoi. J'ai un autre exemple avec je crois le seul autre truc de Boom Studio que j'avais lu à l'époque qui était Blood and Tender, qui était l'histoire Sur les d'un- orques, ouais. sur les orques. Mm. Alors c'était c'est vu C'est du la point de vue série des suivante, orques, la mini-série Bah, suivante. voilà. Ouais. mais avec un colonel De la Namnet. de l'armée impériale qui était Mhm. dans une sorte de ville, c'est un peu Laurence d'Arabie, qui était Ouais. assailli par les factions orques et qui se faisait qui était capturé. Et donc on voyait un petit peu comment ça marchait au sein du système des orques avec, en gros, celui qui bute le chef devient le chef. Et du coup, tu avais plusieurs chefs. Un chef se fait tuer, puis un autre chef se fait tuer, un autre chef se fait tuer. Et tu vois qu'en fait, l'armée humaine arrive et qu'ils sont pas du tout préparés, qu'en fait, ils veulent juste aller au contact. À la Quoi. Grosso bagarre. modo, c'est complètement débile et il y a beaucoup de wag. C'est ça qu'on aime. Et ça, précisément, comme tu disais, le côté 2080, là, tu le sens passer du mainstream, en fait. C'est-à-dire que quand tu lis le truc, tu vois un mec qui se fait plaisir, qui maîtrise l'univers et qui fait vraiment des blagues que moi je pense que j'ai pas comprises, tu vois, enfin des références que vous auriez que moi j'ai pas. C'est vraiment très rigolo à lire parce que plus t'as la Abnett qui parodie un peu l'anglais un petit peu pincé, enfin la langue anglaise un petit peu pincée, où tous les orques s'appellent Gov, tu sais, genre comme gouverneur, tu vois, hey Grave et tout. Et c'est vraiment écrit, mais il faut voir vraiment les bulles de dialogue où il manque toutes les syllabes, c'est que des fautes d'orthographe partout pour retranscrire le langage des orques. Du coup, là, tu sens le mec qui se fait plaisir. Par contre, au niveau du scénario, ouais, l'objet BD, il est pas exceptionnel. quoi. C'est-à-dire que ça va trop vite. Tu connais aucun personnage parce que grosso modo t'es censé connaître en fait parce que t'as lu, parce que t'es fan de Warhammer en fait, tu vois. Et à la fin quand ça se termine tu te dis bon bah voilà, ils sont sympas les orques, j'aime bien, mais j'ai pas lu une BD de ouf quoi. Ouais, bah à l'époque, bon, peut-être Damnation Crusade remplissait un petit peu mieux ce rôle parce que c'est souvent les Space Marines qui sont le point d'entrée des gens dans Warhammer 40 000 et leur entraînement est le point d'entrée du point d'entrée, quoi, si j'ose dire. Mais effectivement, par la suite, du coup, on va avoir ces orques-là, on va avoir l'Imperium contre les taux dans Fire and Honor de Graham McNeil, on va avoir Defenders of Ultramar parce que McNeil aime beaucoup les Ultramarines, et bref, en fait, on a une succession entre McNeil et Dan Abnett avec, on voit en fait l'utilisation des romancés de Black Library en scénariste, mais ça a pas l'air de prendre, ça vivote en fait, je pense un petit peu, ces trucs-là ont fini par sortir, notamment en VF, et je pense qu'il y a un intérêt, mais on n'est pas forcément dans le même élan. C'est-à-dire que je pense que l'époque Warhammer Monthly est très par les fans pour les fans. Là, c'est un peu par les auteurs qui connaissent les fans, mais on essaie d'exporter à plus de gens, mais en même temps, il n'y a pas un côté... je pense pas que ce soit des objets fédérateurs, en fait. Je pense que l'idée, c'est pas forcément de ramener des gens à l'univers et de leur faire comprendre, c'est plus de les faire kiffer, mais quelque part, on est dans un entre-deux qui, moi, avec le recul, me plaît moins que soit Warhammer Monthly, soit Marvel, par exemple. Tu vois ce que je veux dire, JB? Ouais, on est, je pense, sur des BD que tu donnes à des fans de Warhammer en disant tiens, lis une BD, c'est sympa, t'es fan de Warhammer, tu l'as lu, c'est cool, mais tu vas jamais intéresser quelqu'un à Warhammer avec ça, quoi.
Mais est-ce que je vous pose la question à vous du coup, les fans de Warhammer, ils sont beaucoup au Royaume-Uni ou ils sont aux États-Unis aussi? Parce que là, on parle d'un éditeur qui est quand même, encore une fois, très américain. Je pense que c'était une première tentative d'aller chercher un peu plus les Américains, sachant qu'en fait c'est au début des années 2000 que Games Workshop a vraiment redoublé d'efforts pour aller séduire le marché américain, même si c'est un peu une rumeur, tu vois, il n'y a rien qui confirme vraiment le En truc. fait, il y a un truc assez bizarre, c'est qu'ils sont allés séduire le marché américain vraiment avec les romans, avec notamment toute la saga de l'Horus Heresy, qui développait un La univers. Ouais, en fait, c'est un truc qui est beaucoup plus shakespearien que l'univers de Warhammer 40 000 tel qu'on le connaît, tel qu'il était fait. C'est-à-dire que là, tu avais vraiment des héros, des frères qui s'entre-déchiraient les uns les autres. C'est une narration qui est beaucoup plus accessible, on va dire, à l'imaginaire collectif américain que ce qu'était Warhammer 40 000 avant, où tu avais tout ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment une inspiration sur la politique du Royaume-Uni et de l'Angleterre. Ok. J'ai lu 2 tomes de l'Hérésie d'Horus pour l'instant. T'as lu quoi alors? J'ai trouvé ça bien. Les origines avec les débuts de l'empereur et de la conquête des étoiles et j'en suis pas encore arrivé au moment où ça va vraiment être la grosse bataille terrestre. Ouais, ça met un petit peu de temps. On m'a dit dans un podcast il y a très longtemps et j'attends que ça dans 40 tomes. Non, mais effectivement, Horus Rising, enfin l'ascension d'Horus en VF, c'est 2006 aussi. Donc c'est vraiment à cette époque-là où Games Workshop essaye de mettre quand même un petit peu les petits plats dans les grands pour essayer de faire percer un petit peu son univers. Je pense peut-être pas nécessairement à destination des Américains spécifiquement, mais à un marché qui est pas forcément celui qui fréquente les boutiques. Et ça, c'est une grosse tension chez Games Workshop qu'on retrouve à travers leur histoire, c'est de dire est-ce qu'on intéresse les gens qui viennent déjà dans la boutique ou est-ce qu'on va chercher des gens qui viennent dans d'autres boutiques et qui pourraient être intéressés par cet univers et petit à petit venir dans les nôtres. Et ça, c'est toujours une tension, c'est-à-dire que selon les dirigeants, les créateurs, les game designers et les auteurs, tout le monde ne s'adresse pas à la même chose, à la même personne, pardon. Pas chose, je ne voudrais pas vous traiter de chose. Bref, tout ça fait que pendant quelques années, il y a ces comics-là et puis plus rien, jusqu'au retour en Angleterre, du coup, avec Titan Comics, parce que si je ne dis pas de bêtises, c'est un éditeur britannique cette fois. Et donc, du coup, la licence passe chez Titan avec une ongoing qui s'appelle juste Warhammer 40 000. Donc là, on retrouve une forme de simplicité qui aura 3 arcs en 4 numéros. Donc, ça fait 12 numéros si vous savez compter. On a une mini-série qui est adaptée de Dawn of War 3 qui sort à l'époque, mais qui du coup va faire un bid, donc ça ne va pas aider cette pauvre mini-série. Et un peu plus tard, on a une mini-série sur la Death Watch en 4 numéros. Souvenez-vous, la Death Watch, on en a parlé tout à l'heure, ce sont un chapitre de Space Marine spécialisé dans la chasse aux extraterrestres, un petit peu comme notre ami Torquemada. Et du coup, c'est par Aaron Dembski-Bowden, qui lui fait peut-être partie de la deuxième vague d'auteurs Warhammer 40 000, Black Library, très connu. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de grand décollage. L'ongoing, je l'ai lu, elle joue avec des Iron Warriors pour ceux qui connaissent les Space Marines du Chaos, les Fallen, donc les hérétiques du côté d'Archangel, l'Inquisition. C'est un gros melting pot de trucs cool, mais on sent que c'est encore un peu par les fans pour les fans, mais que ça manque peut-être d'une expertise. Je sais pas trop ce que t'en penses, JB, de cette époque. Des comics dont tu viens de parler, j'en ai lu aucun. Ok. Donc malheureusement, je pourrais pas dire, mais de ce que j'ai vu un peu de l'époque Titan Comics, c'est un peu la même chose que chez Boom Studio, quoi. C'est une sorte d'exploitation de la licence. Peut-être même en plus anonyme, en plus discret, quoi. Je pense que l'idée c'était de revenir avec des Anglais pour peut-être être avec des gens qui comprennent et qui connaissent mieux les racines de Warhammer 40 000, mais sans aller à fond là-dedans et peut-être en essayant de trop s'ouvrir à un marché international et peut-être en se centrant pas assez sur le cœur de Warhammer 40 000 et ce que c'est en fait une fois que tu rentres dans l'univers et que tu lis le livre de règles, que tu lis un codex, que tu regardes les figues et que tu vois ça. Donc je sais pas, de loin c'est pareil. Pour moi c'est à peu près la même chose que chez Boom Studio en fait. Si je peux d'ailleurs, parce que j'ai pas eu le temps de t'interrompre. En fait, c'est Titan Books qui distribuait déjà Boom Studios au Royaume-Uni. D'accord. Et Titan Books qui est donc la société mère de Titan Comics. Donc effectivement, ils sont bien britanniques et il y avait déjà en fait, je pense, une proximité entre, parce que a priori quand les contrats ont été signés, ils étaient déjà en bisbille pour faire la suite, quoi. Ouais, je pense que c'est eux aussi, il me semble, qui font par exemple les comics Doctor Who. Et oui, genre, oui, tout à fait. Je mets C'est souvent un peu ça dans le même licence, sac, tu vois, des licences britanniques qui parlent pour avoir été à Forbidden Planet ou dans des comic shops à Londres. Tu vois vraiment qu'il y a un corner un peu nationaliste, de manière. Je peux dire pas au sens politique, mais genre là, il y a du 40 000, il y a du Doctor Who, va voir, c'est un peu les trucs faits chez nous, quoi. Et il y a du Too Fast the ID pas loin, quoi. Et je trouve ça assez cool, en fait, qu'ils travaillent avec les éditeurs locaux. Franchement, c'est franchement plutôt sympa. La mini-série Death Watch n'était pas horrible, l'ongoing n'était pas incroyable, mais elle se laissait lire. À l'époque, on voit Games Workshop déployer des stratégies qui
qui sont les leurs depuis quelques années, mais qui réutilisent un peu à chaque fois. T'avais le numéro 0 dans le White Dwarf, donc les gens qui sont fans de figurines et qui vont acheter leur magazine dédié à Warhammer, ils vont avoir le numéro 0, donc ils vont se dire, ah tiens, j'irai peut-être lire le numéro 1 en allant au comic shop. Mais il y a toujours ce côté un peu, c'est pas forcément les mêmes lieux, c'est pas forcément les mêmes cultures, et on en arrive à Marvel qui, du coup... récupère, enfin pas récupère, mais scelle un pacte avec Games Workshop en 2019, et on voit effectivement que à l'annonce, en tout cas de notre point de vue de Ghoul, et ben en fait les réactions sont assez mitigées, c'est-à-dire que tu as des gens qui sont des lecteurs de comics qui trouvent ça assez bien, et tu as des gens qui sont plus sur le côté figurine et qui voient un peu Games Workshop comme l'espèce de Gaulois irréductibles qu'ils sont. Alors que ça appartient à un fonds de pension américain. Voilà, bon, peu importe, mais tu vois, il y a toujours cette idée de est-ce que les gens vont comprendre, est-ce que ça va être mainstreamisé, et c'est à une époque, 2019, où aussi Marvel est hégémonique, surtout au cinéma. Donc en fait, il y a peut-être un petit peu une confusion en fait dans la part dans l'esprit des lecteurs. Comment vous, avec Comics Blog ou même plus tard avec First Print, comment vous avez perçu un petit peu ça? Est-ce que les gens se sont intéressés, ou est-ce que les gens qui ont reçu la nouvelle, c'était les gens qui étaient déjà intéressés par Warhammer 40 000? Disons, j'imagine que les gens qui écoutent ce podcast savent qui est République. Et les gens qui lisent Comics Blog et qui écoutent First Print savent aussi qui est République. Du coup, beaucoup de gens, en fait, quand on a fait nous les articles, étaient contents pour République. Ah, c'est cool. Ce n'est pas une blague. Donc en fait, je devrais toucher des royalties, c'est ça que tu es en train de me dire. C'est un peu le meilleur VRP non rémunéré de Games Workshop en France, je pense. Mais non, après, moi, en fait, c'est justement, mais c'est aussi parce que je te connais et que vous avez fait ce travail de SAP, toi et JB, pour essayer de faire découvrir un peu la marque Games Workshop et l'univers de Warhammer 40 000. Moi, j'ai toujours été curieux de cet univers, en fait, en général. C'est-à-dire que je compte pas me mettre à jouer aux figurines. Il y a une problématique de temps, une problématique d'argent. Surtout de temps. Hein. Voilà, et puis de capital social. C'est-à-dire déjà que je lis des comics, j'ai un petit peu envie d'avoir des relations sexuelles un peu dans ma vie. Si je cumule trop, à force, ça va finir par me quitter, tu vois. Donc, non, mais par contre, voilà, l'univers tel qu'il est décrit, tel qu'il est présenté, le travail graphique qui est fait dessus, le travail de recherche un peu globale pour mettre en mouvement toute une galaxie dans des millénaires en plus d'histoire, ça m'intéresse à fond, mais limite je trouvais ça un peu petit bras en fait. C'est-à-dire que une mini-série en 6 numéros, quand tu l'as fait avec une licence, c'est souvent un programme de test. C'est-à-dire que tu voyais qu'à l'époque Marvel voulait vraiment se diversifier, il faisait les comics Conan, il faisait beaucoup de trucs autour de Conan, et pas que Conan, mais vraiment une sorte d'univers partagé Robert E. Howard, avec Dark Agnes de Chastillon, avec Solomon Kane aussi qui était revenu à ce moment-là. Il y avait vraiment une envie en fait, et les comics Star Wars, hein, évidemment, je vous apprends rien. Il y avait vraiment une envie en fait de Marvel de. C'est quoi ça? C'est un univers dans une galaxie très 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 lointaine, avec un mec qui respire comme ça, asthmatique. Mais voilà, pour résumer, moi j'ai plus vu en mode oui, Marvel, ça reste effectivement ce côté Goliath qui veut être partout sur le marché de l'édition parce qu'il faut être partout aujourd'hui et que Marvel a besoin de la place sur les comic shops. Par contre, en tant que néophyte et curieux de l'univers Warhammer 40 000, j'étais content, mais limite, je me disais, il me faudrait une ongoing, tu vois. Il me faudrait les Résidorus en ongoing, 50 numéros, Lego, Kieran Gillen et Stéphanie Hans, tu vois. Les mecs qui sont très grands très vite, tu vois. Après, Jason Burrows, Kieran Gillen, pour l'annonce, c'était quand même très gros, quand même. Ça s'est pas fait tout de suite, au départ, l'annonce, c'était vraiment un partenariat Marvel, Games Workshop, et Games Workshop l'avait annoncé d'ailleurs avant Marvel. C'est Marvel ensuite qui a annoncé, par contre, quelle était la première série et qui étaient les auteurs. Mais justement, en fait, pourquoi, d'après vous, Games Workshop, ils ont été chercher Marvel? Alors après, c'est vrai que entre 2016 et 2019, il y a eu l'explosion qui est la V8 de Warhammer 40 000, donc la 8e édition, qui a réinventé le système de jeu, l'a simplifié, a fait avancer l'or, en fait a fait tout ce que depuis des années les fans demandaient et a ramené énormément de gens. Et en fait, ensuite... le succès ne s'est pas démenti, malheureusement, notamment grâce aux multiples confinements, avec des gens qui sont restés chez eux et ont du coup consommé énormément de figurines. C'est vrai, j'ai des potes dans ce cas-là qui se sont mis même à partir de figurines. On en connaît plein, nous autres ici, à bord de ce podcast, mais effectivement, du coup, en fait, ça fait quelques années, en tout cas depuis, on peut le dire, depuis 2019, Games Workshop est dans une situation de second âge d'or, très différent de ses premiers pas, ou de son premier âge d'or, mais c'est vrai que du coup, l'alliance avec Marvel paraît plus si... je pense qu'il y a quelques années, on m'aurait dit ça, j'aurais dit oui, ça fait un peu, tu vois, on dirait un peu un rêve ou alors c'est un fantasme de nerd, tu vois, de dire ah oui, ok, s'il y avait la force de frappe de Marvel, mais la créativité de Games Workshop, et tu dis non, mais en fait, ils vont jamais se rencontrer parce que c'est deux boîtes qui évoluent à un autre niveau. Et en fait, maintenant, on voit que Warhammer 40 000 ou même Games Workshop devient cool, le hobby devient cool, ces univers-là deviennent de plus en plus populaires, et donc il y a aussi un besoin de s'associer avec quelqu'un qui se fait l'écho de cette popularité, je pense, et
j'imagine c'est pour ça que Marvel, qui, comme tu l'as dit, est aussi un géant qui a besoin de ses licences, aime bien aller capter comme je sais pas, pour faire un autre exemple dans le multimédia, mais genre les plateformes de streaming mises à mort Oui, aussi c'est sur ça. plein de petites C'est niches ça, ouais. plutôt que d'essayer de regrouper tout le monde. Je pense que Marvel est un peu comme ça, mais c'est vrai que moi ça m'avait surpris au début parce que je me suis dit wow, c'est un gros truc. Et nous on a vu une levée de bouclier en fait, plutôt du côté des fans. Les anarchistes au punk qui vont travailler avec Disney. Bah c'est ça, mais après je pense qu'il y avait surtout beaucoup de gens qui avaient un peu peur que du coup on soit dans un Warhammer 40 000 qui soit politiquement correct, qui soit moins gore, moins tu vois. Il y avait plus une peur de Disney qu'une peur de Marvel. Ouais. Parce que dans la tête des gens, maintenant, on sait que l'un est l'autre, et donc il y a une confusion. Mais je pense que vous le Par vivez contre, c'est un peu con parce que les comics Conan, ils sont quand même assez violents. Il y a encore un peu de baise. Oui, mais tu sais que les gens sur Internet sont globalement cons. en fait. Oui, c'est vrai. J'ai remarqué ça récemment, toi Non, aussi. mais il y a Voilà, aussi, non, mais tu vois, c'est des- il y a aussi une forcément, confusion, les- tu vois, comme ça. dans l'idée des gens de si Marvel Studios fait des trucs un peu, tu vois, genre, je suis pas forcément un anti, mais je veux dire, peut-être moyens ou qui sont sur un côté, genre, on veut pas politiquement correct, on veut pas choquer. Forcément, ça veut dire que les comics sont comme ça, alors qu'on sait que les comics, c'est un peu tout petit en fait par rapport à Oui, tout c'est ça. sûr, C'est bah oui. un peu une petite bulle créative dans lequel de temps en temps il y a un auteur, un personnage, un concept Ah qui bah perce. oui, mais quand tu vois le Punisher de Nathan Edmondson, qu'est-ce que je raconte Nathaniel Rosenberg qui va décapiter Bachar el-Assad. Non, il y a encore des trucs un peu vénères chez Marvel. Hein, enfin, vénères bien ou pas bien, hein, d'ailleurs. Mais c'est rigolo parce que, tu vois, moi, je t'écoute parler. En fait, c'est vrai qu'à l'époque, je m'étais fait un réflexe débile en me disant peut-être Marvel, ils vont se dire qu'il y a de l'argent, ils vont racheter Games Workshop et on va avoir un univers partagé de film Warhammer 40 000 par Kevin Feige, tu vois. Et effectivement, quand tu y penses, la vision est assez un peu terrifiante quand même. Bah ouais, bah après c'est toujours le problème de Games Workshop, c'est que ça, enfin nous on le voit avec JB, il faudrait on l'a déjà dit un peu entre les lignes de plusieurs podcasts, mais c'est un vrai truc qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que le cool de Games Workshop c'était quand même pendant longtemps d'avoir été anonyme, d'avoir été le truc le plus nerd que tu puisses trouver, tu vois, c'est le truc le plus nerd à droite des nerds quoi, tu vois. C'est la fin de cycle du nerdisme. Exactement. Et bah, pour beaucoup, hein. Enfin après, je sais pas, peut-être même le JDR en fait qui est devenu plus cool plus tôt. Ouais. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui c'est normal que le jeu de figurines devienne lui aussi cool à son tour. Il y a encore C'est les vrai. mecs qui font des herbiers quand même. Ouais, certes. Mais est-ce que c'est nerd? Je sais pas, tu vois. Est-ce que ça vient de la même culture? Je ne sais pas. Mais effectivement, il y a ça aussi. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, cette popularité, elle fait du bien. Il y a des gens qui viennent avec leur style de peinture, qui ramènent une connaissance en game design, enfin, il y a plein de choses. Nous, on voit un véritable âge d'or. Et vu que Games Workshop fait plus de pognon, ils produisent plus de filles, produisent plus d'outils. Et on ne dit pas qu'ils font toujours les choses bien. On est les premiers à dire quand ils font les choses mal. Mais force est de constater que c'est quand même une époque cool quand tu es dans ce hobby. Et c'est vrai que du coup, par contre, bah, tu vois, c'était assez marrant de se dire, bah, pour nous, c'est dans la continuité, tu vois, l'arrivée chez Marvel de cette licence. Pour beaucoup de gens, c'était, ah ok, c'est le début de la fin, tu vois. Genre là, on a dépassé cette ligne. Et je crois que, par contre, les gens restaient curieux de voir quelle était la première annonce. La première annonce fut donc une origin story de Marneus Calgar par Kieron Gillen. C'était annoncé comme une origin story parce que moi quand je l'ai lu, j'étais surpris de voir ça. Je pensais que ça allait vraiment être un truc. Alors la sollicitation, l'annonçait je te coupe, mais la Oui. sollicitation du coup c'était toute sa vie en fait. D'accord. C'est-à-dire Ok. de- Oui, bon, du il y a tout, passé, c'est présent, Ok. etc. Tout ce qu'il a transformé. Enfin, je me souviens. C'est parce que j'ai fait des recherches justement sur les fiches wiki du wiki Warhammer pour essayer de comprendre. Ah, il c'était- est long. Hein. C'est quoi un maître de chapitre et tout, et là tu vois des chapitres entiers, des trucs Ah ouais, laisse genre telle tomber. bataille à la con et tout. Enfin, c'était fascinant et à la fois un peu trop chronophage pour une seule news. Mais c'était à la fois génial parce que Kieron Gillen n'avait Bienvenue pas dans l'univers de Warhammer. c'est ça, bienvenue Arnaud et Corentin. Mais effectivement, Kieron Gillen, du coup, il est un super fan, il a commencé sa carrière là-bas. Nous, on a eu la chance de le rencontrer plusieurs fois et on a pu nerdiser avec lui. On a pu faire des interviews. Vous pouvez encore retrouver l'interview que j'ai faite sur Sci Fantasy à l'occasion justement de la sortie de la V8 et des 30 ans de Warhammer 40 000, puisque c'était en 2017. Donc, ça a vraiment l'impression d'avoir la conclusion d'une carrière d'une certaine manière, tu vois, de le voir revenir. Jason Burrows, qui venait de faire un Punisher, si je dis pas de bêtises. Soviet. Soviet, que moi je trouvais excellent, que je trouvais être un choix assez inspiré pour le côté justement couillu, un peu burné, désolé d'utiliser des termes très, très masculins, mais pour le coup, ça me paraissait être un bon choix pour Warhammer 40 000. Et ce qui m'avait beaucoup surpris, c'était Marneus Calgar, parce que d'un côté, les Ultramarines ont toujours été, enfin, en tout cas depuis quelques années, sont la figure de proue de Games Workshop pour vendre des Space Marines et donc vendre Warhammer 40 000. Mais c'est vrai que le côté un peu origin story direct faisait un peu penser à un peu au savoir-faire de Marvel. Enfin, je sais pas comment vous l'avez perçu, mais moi je me disais tiens, ils prennent un peu un perso et ils disent on va raconter sa vie, et dès le premier numéro on comprend qu'il y en a plus qu'on n'en a jamais pensé. Et c'est vrai que je trouve que c'était une belle rencontre en fait, un peu au milieu dans l'expertise de Games Workshop d'un côté,
parce que Kieron Gillen comprend très bien cet univers, et en même temps l'expertise de Marvel d'aller ramener un artiste qui vient d'Europe, qui va avoir le bon feeling, la bonne patte, et aussi tu vois la construction en chapitre qui fait que quand tu lis le premier numéro, tu as envie de lire le deuxième, tu as envie de lire le troisième, et ça c'est un truc que tu n'as pas du tout chez Boom, chez Titan, et même chez Warhammer Monthly, parce que ça fonctionnait pas comme ça, tu vois. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé quand c'est arrivé, quoi? Bah écoute, moi, comme je l'ai dit, j'étais très, très, très curieux. Je te dis, j'avais plus l'impression que c'était au départ une sorte de produit un peu test, et effectivement le côté origin story recoupe vachement là-dedans, et comme ils ont fait avec Ultraman aussi, on a oublié de dire, Marvel est aussi associé avec la Toei, du coup, tu me dis si j'ai une connerie, pour les produits Ultraman de Kyle Higgins, où pareil, ça commence par une origin story, et il y a eu ensuite Trial of Ultraman qui est la suite. Là, ils ont pas pas confondre fait Ultraman et Ultramarine, ça non. va être de plus en plus compliqué. Ni Ultra Méga, ni Ultramar. Donc bref, voilà. Kieron Gillen, Jason Burrows, ça fait déjà vieux continent, donc c'est cool. Et effectivement, Jason Burrows, c'est pas n'importe qui. Alors beaucoup de gens sont un peu cruels avec son style, et je l'ai été moi aussi, parce qu'à une époque, il dessinait pas comme ça. À l'époque, il a vraiment un style beaucoup plus proche de Dillon, et qui était effectivement un style très cartoony et beaucoup plus compliqué. Il a fini par prendre beaucoup de galons, et effectivement, Soviet était un vrai retour en grâce pour lui, parce que déjà retrouvé Garth Ennis, qui est un de ses vieux potes, il a fait du Alan Moore aussi. Jason Burrows, c'est pas n'importe qui, attention. Il arrive et il te fait vraiment un truc qui est dans les codes esthétiques de ce que tu peux voir sur les boîtes de figurines. Ce qui pour moi a toujours été un truc qui me gêne en demeurant. Quand j'ai vu le film Warcraft, par exemple, ça m'a vraiment gêné de voir les humains avec de voir des humains dans les armures d'humains. Qui n'avaient pas l'esthétique des jeux. C'est ça, alors que les orques étaient les orques des jeux, tu vois. Que là, pour le coup, on est vraiment à fond dans un truc qui pourrait être une BD qu'on te vend quand tu vas acheter ta boîte de figurines Marnus Calgar, on va dire. Et déjà, juste ces deux gros noms, bon, je savais qu'effectivement Kieron Gillen était un gros fan de Warhammer 40 000. Par contre, pour les gens normaux, entre guillemets, c'est un auteur eisnerisé. C'est le mec qui a fait The Wicked Plus the Divine, c'est le mec qui a fait Die récemment. C'est un mec qui, voilà, on sait qu'il compte déjà beaucoup et dans l'indé et dans le mainstream. C'était assez agréable de le revoir justement. Ouais, faire un puis il y produit avait une vraie comme ça. continuité dans les hobbies de chacun, enfin de dire ah oui, Gillen c'est normal en fait de le voir débarquer sur cette licence, et notamment parce qu'il était déjà dans Die, donc tu fais le lien GDR, jeu de plateau, jeu de figurines. Il y a des Warhammer En dans fait, Week Div. Ouais, non, c'est ça. Mais même dans les éditos, enfin dans les textes qu'il faisait pour Die, il parlait de sa passion Oui, en fait pour ce genre de divertissement. Donc en fait, tu dis ok, au moins. Peut-être que c'est du gros rachat de licence et qu'on peut voir ça d'un air ultra cynique en disant juste géant s'associer avec un autre géant, mais en fait il y a quand même un choix créatif derrière qui est super cohérent en fait, parce qu'ils n'ont pas mis un auteur lambda en fait vraiment qui n'en aurait rien à foutre et qui aurait juste cherché le wiki de Warhammer pour faire ses écrits. Non, là on parle de quelqu'un qui est réellement passionné. Bah, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup son travail. Et en plus c'est un bon auteur au Voilà. demeurant. Hein. Ce qu'il avait fait avant et tout ça. Et là, en fait, d'être allé le chercher lui, c'est beau. La grosse bagarre. Ouais, c'est beau. D'être allé le chercher lui, c'est bien parce qu'en fait, on n'est pas comme à l'époque de 2080 où c'est des auteurs très indés, très punk et qui ne vont parler qu'à une petite partie des joueurs de figurines. On n'est pas après chez les auteurs qu'il y a eu chez Boom Studio, qui sont les mecs qui ont déjà l'habitude de bosser sur Black Library. Là, on va chercher un auteur de comics qui est connu, mais qui a des grosses porosités avec l'univers, qui le connaît. Et pour moi, c'était la meilleure annonce possible pour relancer une collection Warhammer 40 000. Ouais. C'était en fait le mec qui faisait le pont entre tous les gens qui pouvaient être potentiellement intéressés par la licence. Et puis c'est des vedettes, encore une fois, et comme Arnaud l'a très bien dit, justement, c'est vrai que ça accompagne cette espèce de nouvel âge d'or dont tu parlais, à la fois pour la collection et la peinture de figurines et les jeux comme ça à collectionner, et aussi le JDR papier, parce que Die, je pense que toi, justement, JB, qui est un gros joueur de JDR, c'est typiquement ce genre de projet. Il y a d'autres projets comme ça récemment en comics qui ont été annoncés. Sur le côté... en fait, être geek maintenant, c'est bon, c'est cool, et pas que pour les super-héros. Il faut qu'on arrête de cacher cette passion pour des loisirs un peu nordiques. Dans les années 80, c'était que pour les mecs qui avaient des boutons et qui regardaient leur pierre marchand, tu vois. Aujourd'hui, on est arrivé à une époque où, en fait, ce qui est curieux et ce qui est... Henry Cavill peut jouer à Warhammer. Où Henry Cavill peut se prendre en photo en regardant une figurine avec les yeux de l'amour, et tout le monde trouve ça super cool, tu vois. Et en vrai, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Je me suis dit, pour un novice, on va dire... un novice, tiens, c'est un noobie et un novice à la fois, c'est un novice. Il peut se dire simplement, ok, le produit d'appel est intéressant parce que c'est deux grosses rostas et qui font aussi quelque part le pont avec 2080, parce que 2080 encore aujourd'hui forme les grands scénaristes indés et énervés d'aujourd'hui. T'as plein de mecs encore sur le marché actuellement qui viennent de cette école-là.
Et puis encore une fois, Jason Burroughs, vraiment, je te jure qu'au Royaume-Uni, il arrive dans un comic shop, les gens s'évanouissent, tu vois, c'est pas n'importe qui. On peut trouver que c'est moche, hein, mais vraiment, c'est l'un des plus grands Non, je dessinateurs trouve ça britanniques. super. Enfin, moi, j'étais super content. J'adorais Punisher Soviet. Mais moi, c'est là où j'ai trouvé l'annonce de la série, du concept des auteurs, etc. J'ai vu un vrai changement. Tu vois, je sais qu'il y avait même des gens que j'estimais beaucoup dans cette communauté Warhammer qui est souvent très soudée, très ouverte. Il y avait eu une levée de bouclier et d'un coup j'ai vu les défenses s'abaisser quand les gens ont vu les premières planches, et notamment ces splash pages où t'as Marnus Calgar qui explose des cultistes à bout portant et où les gens se sont dit ah mais attends putain regarde le mec qui respecte les proportions de l'armure, il y a tel kit, il y a telle référence, oh regarde les décors, c'est les décors du kit de décor que tu peux monter. Alors nous c'est vrai que on le dit souvent avec les codex, les illustrations doivent aller plus loin que ce que Games Workshop vend, parce que c'est un univers qui doit vivre aussi par l'imagination des fans. Mais quand tu crées un produit potentiellement d'appel, qui à la fois doit aider les gens à rentrer dans Warhammer 40 000, mais doit aussi satisfaire les fans, reconnaître un kit, reconnaître des éléments du vocabulaire visuel, c'est super cool. Il y a aussi ça dans la série qu'ils ont fait ensuite dans Sister of Battle, où tu retrouves des éléments de décor qui sont des éléments de décor, des éléments de terrain que tu peux monter, peindre et jouer, tu vois. Wow. Et ça pour nous c'est assez ouf. Et effectivement je trouve que c'est très cool. Et même l'idée en fait de prendre Marnus Calgar comme héros, c'est vite imposé comme une évidence une fois qu'on a vu les premières planches et qu'on s'est dit ah ouais ok ils vont faire ça. Et moi le truc qui m'a le plus convaincu en dehors des dessins, du scénario, etc., parce que j'étais déjà un petit peu acquis à leur cause, c'est l'espèce d'humour un peu noir qu'on retrouve notamment aussi dans des pages qu'il y a dans chaque numéro, enfin dans chaque chapitre si vous prenez l'édition en VF, où il y a en fait des diagrammes, il y a du lore sur une planète et tout ça écrit de manière diégétique. Donc en fait c'est comme si on lisait une plaquette de données dans cet univers. Et ça, c'est un vrai truc qui s'est pas perdu et que je pensais qu'il serait abandonné en fait typiquement avec Marvel en disant ils n'auront pas les pages pour, donc ils vont pas le faire, ils vont plutôt mettre de la pub ou ils vont plutôt mettre autre chose et tout. Et en fait, le revoir ça avec, je trouve en l'occurrence ceux de Marnus Calgar sont mieux que ceux de Sister of Battle, mais il y a vraiment beaucoup d'amour là-dedans et il y a plein de petits détails qui, je trouve, ne mentent pas. C'est très généreux en fait pour un fan de Warhammer 40 000. Au-delà d'être en plus une bonne BD, c'est très généreux. Je trouve en fait ça parle en fait aux gens qui connaissent l'univers en allant faire des clins d'œil et des easter eggs qui sont pas intrusifs et que tu t'as pas l'habitude encore des easter eggs Warhammer. Donc c'est encore un peu frais, c'est encore nouveau, tu vois. C'est pas les easter eggs Star Wars ou Marvel où t'en as marre, ça fait 20 ans que tu te les prends dans la gueule, t'en peux plus. Là, c'est des... Monsieur... Non, mais tu vois, là, moi je déteste les easter eggs dans les films et des trucs comme ça, mais là, ça m'a... Mine de rien, quand c'est bien fait, ça fait plaisir, tu vois. Mais justement, parce que moi je l'avais lu en mensuel et je m'étais arrêté, je sais plus à quel moment, numéro 3 je crois. Et vous aviez fait un numéro sur les Ultramarines, enfin sur les Space Marines, en fait, comment on devient Space Marines, les opérations chirurgicales et tout. Et vous parliez du côté la salive qu'ils ont, qui est acide, en fait, ils peuvent cracher de l'acide et tout, je trouve ça débile. Et vous aviez dit que c'était plus ou moins canon en fait selon les versions du jeu. Et après j'ai rattrapé la lecture et en voyant dedans en fait ils mentionnent ce petit détail là. Ils disent on leur fout des glandes qui permettent de sécréter de l'acide et tout. Enfin, genre ah ça c'est un easter egg, du coup j'ai compris l'idée et tout. Par contre c'est vrai que si tu découvres l'univers et que tu rentres dedans comme ça, parce que bon c'est pas un spoiler de dire qu'il y a un mec qui devient un Space Marines dedans, oui. Enfin, C'est l'histoire de Marnus Calgar. toute l'opération qui est détaillée avec tous les ajouts qu'ils font, les organes en plus et toutes les bêtises qu'ils font pour faire des Space Marines, quoi. Ouais, c'est bien fait et c'est sans doute l'un des meilleurs passages du bouquin parce qu'en fait c'est aussi le prétexte pour faire plein de petits easter eggs où on voit Marnus Calgar à l'époque où il était scout, donc proto Space Marine. On voit aussi avant l'arrivée des Primaris dont on vous parle dans notre épisode 2, la nouvelle génération de Space Marine. On en parlait tout à l'heure, on voit un passage au sein de la Death Watch aussi. Ouais, il y a énormément de petits clins d'œil qui font sens dans le lore quand tu connais tout ce lore et qui quand tu te le connais pas, comme dit JB, en fait c'est des easter eggs que tu comprendras peut-être plus tard. Et 40 000 fonctionne énormément comme ça. Moi je parlais tout à l'heure en off de Dan Abnett et des fantômes de Gaunt. Il y avait le premier roman, je l'ai lu et il y a un espèce, je vais pas le spoiler ici, mais en fait on court après un MacGuffin. Et quand j'ai lu ce truc, j'avais trouvé à l'époque que c'était complètement décevant et je ne comprenais pas ce que c'était. Et en fait, je me disais, oh tiens, ça doit être ces figurines-là que j'ai vues vite fait. Et je t'expliquerai quand on aura fini ce podcast exactement de quoi il s'agit. Mais en fait, quand je les relus il y a quelques mois, là,
je me suis dit, ah mais putain, le mec faisait référence à un truc, mais deep cut de l'univers, tu vois, que je ne pouvais pas comprendre, mais qui à l'époque m'avait paru, parce qu'il n'y avait pas les forums, il n'y avait pas tout ça, m'avait paru un peu incongru, je m'en foutais un peu, tu vois. Mais ça ne m'a pas empêché de kiffer le livre, tu vois, parce que la preuve, je l'ai relu, tu vois. Mais par contre, avec le retour, je me suis dit, mais putain, mais c'était brillant. Je pense à l'époque, plus personne ne parlait de ce détail hyper pointu de l'univers, et pourtant, lui, il l'avait ramené. Et je trouve que Marneus Calgar, d'une certaine manière, fait plein de petits trucs comme ça, et c'est super agréable. Parce qu'il y a le support visuel aussi qui paye. Et Marvel, ils auraient pu, je vais le dire vulgairement, mais ils auraient pu foutre un tâcheron là-dessus, quoi. Ils auraient pu mettre un gars qui va juste copier des box art et puis faire du Marvel. ils ont pris un artiste qui a un vrai style, qui a un style qui fonctionne avec 40K, et ils n'ont pas essayé de faire, comme pas mal de séries qui avaient été faites avant, un ersatz de codex avec une ambiance très sombre, très noire. Là, on est sur quelque chose d'extrêmement coloré. Oui, tout à fait, ça respire en plus. Ouais, ça respire. Mais ça fait plaisir parce que le découpage, c'est sans doute le meilleur découpage que vous trouverez sur une BD Warhammer 40 000 ever. En fait, il y a une vraie expertise. C'est ça qui est en fait intéressant, c'est que nous qui connaissons et l'univers des comics et l'univers de Warhammer 40 000, quand on a vu cette association-là et quand on a vu les premières planches, j'ai dit à tout le monde, et notamment les gens qui lisent très peu de BD et très peu de comics, vous allez voir, ça va être la frappe. Vous allez lire et vous allez apprécier, vous allez voir la différence entre une BD d'exploit pure et une BD d'exploit qui est fait avec des gens qui ont envie de raconter quand même un truc et de faire les choses bien. Et ça se sent direct dans les cadrages, dans les découpages, dans juste la narration, la façon aussi de, tu sais, ce savoir-faire du cliffhanger, tu vois, genre t'as envie de lire la page suivante, et puis Kieron Gillen continue de donner. C'est-à-dire que même la dernière page du bouquin, elle est encore une référence, et tu sais, ça ne s'arrête jamais, quoi. Ce que je voulais vous poser comme question, mais juste d'abord, on oublie de dire, c'est gore aussi. C'est gore, Il y a de la violence, il y a du ça sang. respecte l'univers Warhammer 40 000, quoi. Donc, C'est pas justement truqué par Tonton Mickey qui a dit non, c'est pas on enlève Disney, les fuck. c'est pas ça, quoi. JB, parle-moi de ce que tu me disais tout à l'heure en off avec En fait, il y a une scène en particulier. Il y a une, on va dire, c'est une double page où tu reconnais l'humour de Kieron Gillen, c'est-à-dire qu'il fait des punchlines d'actionneurs des années 90, complètement. avec Marneus Calgar qui est sur un tank, qui est en train de défoncer un mur, et il dit ils peuvent pas défendre les murs s'ils ont plus de murs. Ça, c'est vraiment ultra bête, mais c'est fait avec suffisamment de subtilité pour que ça soit drôle. Et la page d'après, il y a tout un monologue interne de Marneus qui affronte des Space Marines du chaos et qui dit ouais, mais c'est des mecs, ça fait 10 000 ans qu'ils se sont battus, ils ont un entraînement, ils ont une expertise du combat, mais c'est devenu des monstres, c'est devenu des abominations. Et tu vois qu'il vraiment, il utilise des termes qui sont très très violents et très très durs pour parler des Space Marines du chaos, pendant que lui, il est en train d'arracher les membres de type en face de lui, quoi. Donc il a pas conscience d'être lui aussi une abomination. Ouais. Et il y a vraiment ce côté Warhammer 40 000 où tout le monde est le méchant, mais personne n'en a conscience. Oui, en plus, cette espèce d'humour à froid, très anglais, justement, parce qu'on n'a peut-être pas décrit comment dirais-je, la structure formelle, on va dire, du bouquin. C'est il y a un techno-prêtre qui est archiviste et qui, du coup, fait l'histoire de Marneus Calgar, donc le grand maître de chapitre de Ultramar. Et ça lui permet justement au héros de raconter son histoire. Donc c'est une origine historique qui est mieux digérée que point A, point B et tout, parce qu'on y revient à plusieurs reprises. Il y a ce côté un peu shakespearien dont tu parlais tout à l'heure pour les Résidorus, parce qu'il y a vraiment l'identité du héros qui est remise en question, la trahison, le destin, l'appel du destin, l'appel des muses. L'origine story répond aux événements du présent aussi. Exactement. Donc il y a un parallèle qui est fait entre les deux. C'est pas juste un flashback gratuit, quoi. Et ça fait très penser à un truc super-héroïque. Ouais, dans le bon sens, dans le bon côté du terme, et dans vraiment ce savoir-faire, encore une fois, j'y reviens, Marvel, en fait. C'est-à-dire que moi, en fait, ce qu'on voyait dans cette fameuse levée de bouclier, c'était ils vont simplifier, ils vont rendre ça politiquement correct, ça va être un truc super-héroïque naze, avec les Space Marines sont des héros, tu vois, des chevaliers blancs. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que du coup, tu as une espèce de réponse à ça directement dans le bouquin, un peu comme s'il avait un peu anticipé peut-être les critiques. Et moi, je trouve ça vraiment très cool, parce qu'il utilise un peu vraiment le savoir-faire de toute sa carrière, et en même temps, on sent quand même la passion derrière, et la combinaison des deux est super intéressante. Oui, et puis tu as tout ce côté, justement, le technoprêtre qui parle avec des 0 et des 1 et qui va chercher des données dans son disque interne, genre il accède aux données euphémisme, il accède aux données ironie, etc., pour pouvoir faire des blagues, et du coup il t'explique, attention, là ça va être une blague et tout. Et pareil, comme tu disais, les punchlines d'actionneurs, mais c'est incroyable. Enfin, t'as un moment donné où justement le technoprêtre lui dit putain, mais ils sont quand même super nombreux. Et il fait oui, remédions à ça. Et il les découpe tous, tu vois. C'est vraiment très bête. Et même le technoprêtre, la conclusion du technoprêtre sur comment mieux défendre la ville et mieux défendre la planète, c'est faudrait augmenter la précision des tirs
Comme ça, on dépenserait moins de munitions. Ouais. Et Marnus Calgar, il fait ouais, donc en fait, si on tire dans la tête de nos ennemis, on va gagner. Oui, c'est ça. Ok, merci. Et c'est vrai que là-dessus, ça s'invente pas. On reparlera un petit peu de Sister of Battle, la série qui lui a succédé ensuite. Mais je pense que si tu as une vraie culture Warhammer 40 000, si tu as baigné là-dedans, c'est vraiment. Alors, c'est dur à faire pour avoir écrit et continuer à écrire un peu fanfiction Warhammer 40 000 ou essayer de me prêter un petit peu au jeu de temps en temps. C'est vraiment que c'est dur de se mettre dans ce mood et de sonner juste à chaque fois. Parce que en fait, le ton est tellement maximal que quand tu le fais mal, ça se voit en fait que c'est timide en fait. Et parfois même Dan Abnett, qui je pense est pour moi limite, on n'en a pas parlé, mais il y a une connexion avec les comics. Dan Abnett a écrit énormément Sans déconner. de bouquins, que ce soit Aquaman chez DC ou Les Gardiens de la Galaxie, dans une version très Warhammer On 40 va oublier un 000, peu Aquaman, 2 secondes. Oui. C'est Dan Abnett et Andy Lanning, c'est une immense saga cosmique avec les Gardiens de la Galaxie, avec tout ce qu'on sait des grands événements qui ont fédéré la ligne cosmique de Marvel pendant 5 ans, un truc comme ça. Enfin, c'est quasiment tous les Realm of Kings, War of Kings. Et justement, c'était assez intéressant. Maintenant, c'est un mec qui est très fort, je pense, pour tout ce qui est culture d'imaginaire, global, on va dire. C'est bien lui qui fait un truc chez Valiant aussi, Arnaud. Oui. Rail. Voilà ça, Rail et Fallen World. Excellente série de science-fiction aussi. Mais qui a des côtés Warhammer en fait, Oui, complètement, dans la façon ouais, de faire évoluer son monde futuriste avec justement des armées aussi, de robots, Des hommes éléphants. Ouais, l'église de la vérité, il me semble, dans Guardian of the Galaxy, c'est déjà vachement pensé à tout ça. Ouais. Mais Non, ça non, pour non, dire tu qu'il y a vois, des gens qui sont garants en fait de cette tonalité. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qu'une fois qu'ils sont aux commandes de cet univers, et ben en fait ça se ressent. Et je trouve que Gillan, qui pourtant n'avait jamais signé depuis ses premiers contrats un truc avec Games Workshop, quand tu le revois dessus, tu te dis ah ouais, tout de suite c'est un mec qui a l'oreille en fait, si j'ose dire, pour ces trucs-là. Et même même en dehors des planches de BD, je reparlais des petites infographies, des petits trucs que tu as à côté, où tu as, moi, un truc que j'ai toujours adoré dans Warhammer 40 000, c'était, et maintenant ils les ont remis là, dans la 9e édition, ça a disparu pendant un temps. Mais c'était, tu avais une maxime ou une citation en bas de page. Et en fait, je crois que dans le premier numéro, un truc qui vient de Dune à la base par ailleurs, mais genre dans le premier numéro, genre je crois que la deuxième infographie, c'est Thought of the Day, Why are you thinking? Genre pourquoi pensez-vous quoi? Ouais. Et tu vois, et genre je me suis dit genre en fait ça c'est pas, enfin c'est juste la tonalité, c'est pas vraiment drôle, mais en fait si tu connais cet univers, tu dis oui en fait dans cet univers la maxime du jour ça serait cherche même pas à penser, tu vois. Et genre, Gillan s'amuse de ça parce que c'est au moment où tu es en train de lire une plaquette de données, quoi. Quelque part, justement, tu es en train de t'éduquer, de te donner. Et il y a une espèce d'ironie là-dessus. Alors, moi, là, je vais chercher très loin, je vais vous citer le truc le plus deep cut du numéro 1. Mais je trouve que c'est là où je me suis dit, ah, il est fort. Tu vois, je me suis dit, ah là, ça y est, il m'a eu, je vais lire tous les numéros, tous les mois, je vais m'acheter le trade, j'ai hâte que ça sorte en VF, quoi. T'as une vanne comme ça dans Blood and Thunder aussi, où quand les orques attaquent la ville et se font massacrer la gueule, t'as le chef des orques qui dit à ses hommes, arrêtez de mourir, c'est un ordre. Ouais, ça faisait beaucoup rire, le côté totalitaire absolu, genre t'es un soldat, ta gueule, c'est bon, on va payer aux ordres. Tu meurs? Arrête. Ah, tu meurs? Arrête. Arnaud, on t'a pas trop entendu, qu'est-ce que t'as pensé de Marneus Calgar? Beaucoup trop de breaking news ce soir. Magnus Calgar. C'est ça. Bah moi j'ai bien aimé parce que du coup je suis clairement le plus novice de cet univers dans ce podcast. Mais justement ça Et m'intéresse. justement je trouve que c'est perméable en fait. En fait je pense que les pages d'explication de texte en fait qui sont donc avec des diagrammes, des petits schémas explicatifs, en fait te permettent d'appréhender le scope du lore sans forcément te donner trop d'informations, parce que je trouve quand même que sur les frises chronologiques avec l'exode, enfin oui c'est un truc avec une exode là, non. La division de l'univers avec une faille au milieu, tu veux dire ou... Non, sûrement non, mais c'est disons que t'as de croisade. Voilà, c'est ça. T'as différentes périodes temporelles en fait oui, qui sont évoquées, et tu fais ok, donc il y a eu des grandes guerres, il y a eu tout ça qui s'est passé. Et tu fais ok, c'est vaste, c'est super dense et tout. Et en même temps, l'intrigue en elle-même, par contre, qui se concentre vraiment sur le personnage, en fait, moi, ça commence à m'intéresser à partir du twist. Je crois que c'est dans le 2e numéro sur le twist des origines en fait de. Effectivement. de Et qui est Marneus. inédit à l'univers d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, c'est d'accord, ça je me C'est demandais. vraiment un truc qu'ils ont un rajouté pour la truc série. Très Marvel, du coup, Ouais. d'avoir un numéro 1 ou 2 qui va redconner quelque chose Mhm. pour raconter une histoire après, quoi. Ouais. Mais je sais qu'à l'époque, d'ailleurs, les gens disaient ouais, bah attends, c'est bizarre, est-ce que c'est canonique et tout, tu vois, genre, tu sais, les débats de merde qui d'habitude n'existent pas chez Warhammer, parce qu'en fait, rien n'est vraiment canonique et tout Bienvenue dans le tout monde l'est. des comics. Et voilà, c'est ça, on se passe la balle. Mais du coup, genre, généralement, les gens se disaient genre, mais attends, tu penses que c'est vraiment ça? Et t'es en mode genre, bah pourquoi ça serait pas ça? Parce qu'il y a rien qui nous dit dans l'histoire de Marneus Calgar jusqu'à présent que ce twist ne peut pas être vrai. Donc on vous laissera découvrir ce twist qui, je trouve, est assez intelligent et plutôt bien foutu. Et Ça mais rend voilà. la saga encore plus gauchiste finalement.
plus quoi? Encore plus gauchiste, tu vois. Bah peut-être, ouais, je sais quelque pas, je part. laisserai les gens mettre, on va pas détailler là-dessus. Mais ok, donc si je comprends bien, Arnaud, tu as apprécié. Ouais, et puis Burroughs au dessin, c'est mortel. Hmm. Il y a du sang. Effectivement. Il y a de du la- sang. il y a de beaucoup la de sang. La violence. violence est présente. Non, mais c'est. Enfin, moi, c'est un artiste que j'adore depuis de très nombreuses années, qui justement, c'est à la manière d'un Juan José Rip, en fait, c'est des planches qui sont assez détaillées en général, où justement, quand il veut faire des doubles pages avec des scènes de guerre, bah, c'est des vraies putains de scènes de guerre. Il y a une façon aussi parfois d'immobiliser même l'action, en fait, et d'avoir effectivement des gerbes de sang qui sont en suspension, mais qui, je trouve, rendent très très bien. Donc, il y a vraiment une patte graphique qui est super intéressante. De ce point de vue-là, et je trouve que ouais, en l'espace de 5 numéros, tu comprends en fait vraiment le personnage tel qu'il est, tu t'intéresses au personnage, mais tu as quand même une vision un petit peu de ce que l'univers peut offrir, et donc tu dis ok, pourquoi pas, peut-être qu'ils ont fait une première mini-série parce qu'ils n'étaient pas forcément trop en confiance non plus, mais au moins là, je trouve que le job est rempli, notamment pour des gens qui connaissent pas en fait. Je dirais, enfin, j'imagine que ça peut satisfaire aussi des La amateurs, des amateurs, mais disons que vraiment, si tu veux rentrer dans l'univers, j'imagine que c'est quand même vachement plus sympa d'avoir ce genre d'album plutôt que d'aller chercher du côté de Démonifuge, machin Quest. Bah, surtout qu'ils seront plus difficiles à trouver Ouais, c'est ça, ouais. aujourd'hui. Puis quoi. même par rapport à ce qu'a fait Higgins sur Ultraman, sans manquer de respect à Higgins, qui est un bon scénariste au demeurant sur Radiant Black et d'autres produits Sentai à côté, c'est le jour et la nuit en termes de qualité. Ouais, c'est vrai. Donc vous pensez Mais- que même c'est là, une tu vois, bonne pioche Ja- pour Marvel aussi Franchement, Warhammer là, James Tocco au cover, c'est super important. James C'est Tocco, c'est déjà un élément aussi important en tant voilà, que tel. c'est un artiste que tout le monde s'arrache, qui est très très rare dans les intérieurs, qui fait des covers quand il veut, parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup bosser. Les covers de Tocco, elles sont incroyables. Elles sont dingues, Ouais. J'aimerais bien avoir les originaux. Ouais, bah, Alors, ça a marché quand t'avais parlé de la couverture de ton bouquin, mais là, je suis pas sûr que Ah ça merde, ça fonctionne. marchera pas. James, si tu nous écoutes. J'ai quand même lancé le truc, une bouteille à la mer, une bouteille dans le warp. Effectivement, bah ouais. Et donc du coup, pour vous c'est un pari. Enfin, alors on teasera un petit peu, on terminera sur Sister of Battle, mais vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire vous est-ce que vous avez vu que ça a marché? Qu'est-ce que ça a donné dans les ventes? Je ne sais pas, mais même juste en fait dans le. Moi j'ai l'impression qu'il y a une première réussite au-delà des chiffres, qui est que quand j'ai préparé ce podcast et que j'ai retapé Warhammer 40 000 comics, en fait, j'ai vu qu'il y a des très gros médias qui en ont parlé justement parce que c'était Marvel et qui ont fait des articles un peu, des fiches explicatifs ou pourquoi c'est bien, etc. Alors bien sûr, Kieron Gillen, beaucoup de gens sont rentrés par la porte de l'auteur et je pense que c'est important de le rappeler. Corentin, tu le faisais tout à l'heure. Mais c'est vrai que pour moi, c'était déjà une première réussite et c'est assez surréaliste de voir qu'il y a du... Alors, un peu tout, hein. Il y a du polygone, il y a du screen rant, etc. Mais j'étais en mode, genre, jamais j'aurais vu du Warhammer 40 000 là-dessus, tu vois. Avec Ouais, des mais gens qui se prennent la tête, quoi. c'est l'avantage d'être chez Marvel. Ouais, Parce que en fait, la façon de fonctionner de ces médias font, et c'est même le cas avec ce qu'on fait sur Comics Blog ou avec First Print, c'est que de toute façon, tu peux pas te passer en fait de ce que fait Marvel. C'est c'est l'un des plus gros t'es obligé acteurs automatiquement de d'en parler. l'entertainment. Donc le fait qu'ils s'associent, je veux dire, même là, tu vois, ils ont annoncé récemment des nouvelles adaptations en comics des romans Wildcards chapeautés par George Martin, qui ne vivent plus en fait techniquement, qui vivaient plus depuis des années. Et là, d'un coup, ça te permet de avoir un énorme coup de projecteur sur des trucs qui sont sûrement très bien, mais qui n'existaient pas forcément. Et d'un coup, ça passe dans le très grand public, dans le gros mainstream, parce que maintenant, en fait, t'as Marvel qui est l'un des premiers pourvoyeurs de divertissement au monde, qui prend ta licence. Donc, je pense que c'est très bénéfique, en fait. Et puis, comme tu l'as dit avant, de toute façon, vu que Warhammer, c'est devenu un peu cool, enfin, des figurines, c'est plus devenu le truc d'otaku, je sais Tu peux pas continuer comment à on dit. baiser en peignant des figurines. Tu vois. Ouais, c'est ça, tu C'est ça que peux tu veux effectivement, tu peux avoir des relations Je vous jure sexuelles qu'on peut et faire peindre les des deux. figurines en même temps. D'ailleurs, j'avais une question à vous poser là-dessus. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est devenu maintenant, si Marvel peut faire des burgers demain, on sera obligé d'en parler limite, tu vois. Bah ouais. Non, mais genre Il vraiment. n'y a pas hein. les comics KFC, c'était Ça, c'était chez DC, ça. Ok, ouais. On N'en en a parlé. parlons pas. Ouais. Parlons Et pas. il y en a avait eu le parlé, Spider-Man Burger chez Quick il y a quelques années, c'était pas bon. C'est vrai. Ouais. Mais d'ailleurs, la puissance de la marque Marvel, c'en est à tel point que quand des sites comme CBR qui sont très forts pour manipuler le SEO, les gens, Dans leurs les titres, gens ouais. savent et sauront, quand ils parlent de l'Incal, de Moebius et Jodorowsky, ils disent le réalisateur de Thor 4 arrive pour faire un film sur une BD française à la con et tout. Donc effectivement, la marque Marvel, elle est très puissante et le fait justement. Tout à l'heure, tu posais la question pourquoi Games Workshop a été chercher Marvel. Je pense que c'est une question qui a autant de sens que de dire pourquoi Games Workshop aurait été chercher Blizzard en fait. Marvel, c'est qu'on le veuille ou non, parce que c'est pas forcément un facteur de qualité, c'est les darons du game.
point. Et au niveau des ventes, ça a toujours été plus ou moins le cas. DC et Marvel se tirent la bourre, mais Marvel a toujours eu une Ça petite fait avance. de très 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 nombreuses années que maintenant, depuis Rebirth et les premiers mois de Rebirth en 2016, qu'en fait Marvel est premier tous les mois, tout le temps. Ouais. Mais à part En que même fait, au début des New 52, quelques je crois qu'il y a comics là, peut-être il y a eu toujours Marvel qui a pris en l'avance. quoi. 2018 quand il y a eu le Detective Comics 1000, peut-être que la DC était repassé premier en termes de volume ou de Et chiffre. tu penses que Warhammer Mais 40 c'est 000, tout, quoi. ça s'ajoute à la balance ou ça s'adresse plutôt à une niche? Bah, de ce qu'on a regardé, c'était 25 000 pour Ouais. le premier numéro dans les comic shops, donc c'est pas énorme. Hein, en tout cas, pour Marvel, ce serait pas terrible pour un premier numéro, parce que les numéros 1 de Marvel en général vont plutôt dans les 70 000 pour être assez bien. Mais après, ça reste du Warhammer, c'est une première tentative sur la licence à ce moment-là. J'imagine qu'eux-mêmes ne savaient pas forcément à qui ils allaient pouvoir parler. Que ce soit aux joueurs qui se disent cool, des comics de mon univers, ou alors des gens qui se disent ah tiens, peut-être une porte d'entrée parce qu'en plus l'équipe créative est cool. Donc j'aurais envie de dire que c'est quand même pas mal. Sachant Oui, qu'il y a une double distribution qui est assez bizarre, c'est que les numéros arrivaient en comic shop, puis arrivaient chez Games Workshop, enfin étaient Aussi, vendus ouais, dans mais, les mais dans boutiques ce cas, derrière, là tu c'est à vois. dire que nous, on a par contre pour suivre les ventes quand ils étaient fait dans les Game Workshop, bah on peut pas les suivre en fait. Sachant que les ventes de pas mal de séries Conan qui sont plus secondaires au run principal, on va dire, on n'est pas forcément beaucoup plus haut. On est un peu plus haut, on n'est pas beaucoup plus haut parce que Conan c'est plus vieux et tout, c'est plus grand public, il y a eu des films. Mais pareil, je pense qu'ils comptent sur le fait que cette petite niche de fans est très fidèle. Parce que de fait, et je pense que vous le prouvez au quotidien, un fan de Warhammer s'intéresse à tout ce qui est Warhammer. Maintenant, pour moi, on pourra embrayer après pour l'ouverture sur la suite. Je trouve ça vraiment intéressant justement ce partenariat qui pour moi est vraiment très non-sensique. Hein. Bah, quand on y réfléchit par rapport aux origines, c'est vrai qu'il est très Oui, c'est surprenant. ça. Bah, après, encore une fois, voilà, Tout Façon dit maintenant appartient à une boîte qui fait des jeux Oui, vidéo, donc pourquoi la pas. franchise, et qui veut pas tâcher la licence, mais quelque part, ils font des comics Rock Trooper pour faire des jeux vidéo à la con sur PC pour vendre au marché allemand et qui vont vendre 100 000 boîtes le vent dans le dos et ils sont contents avec ça, tu vois. Donc peut-être qu'il y a des variations dans le capitalisme qui font que tout n'est pas forcément aussi grave ou aussi sale. Moi, quelque part, j'ai vraiment envie d'être content de ce premier produit. Je trouve vraiment qu'il est très bien, il n'y a pas de souci. Et ils se sont donné les moyens de faire un truc qui est intéressant pour un lecteur de BD qui n'est même pas forcément un fan de Warhammer. Maintenant, pour la suite, ça fait 3 ans qu'ils ont lancé le partenariat. Il y a eu 2 mini-séries. On n'est pas du tout sur un tir en rafale comme les comics Conan, même quelque part comme Ultraman, qui a tiré plus vite sur cette deuxième mini-série. Je crois que la première n'était pas finie quand ils ont annoncé la suite. Donc, Ou même comme Alien en fait, où Ouais, ils ont comme- annoncé ouais. une série régulière. ça, c'est 10 fois plus gros quand même. Plus la réimpression systématique des anciennes séries en omnibus et tout ça. Donc tu vois quand même que d'un point de vue éditorial, les ambitions sont autres. Parce que là, ouais, on parle de 2 mini-séries, alors qu'une ongoing, ça implique derrière qu'ils ont un investissement parce que c'est duré sur une durée indéterminée en fait, avec tout ce que ça implique aussi dans les impressions après des TPB et tout ça. Donc c'est des coûts aussi qui sont vachement plus importants et qui témoignent clairement d'une ambition. Mais après, parce que aussi du côté de Valens, j'imagine que tu as des projets multimédia derrière qui arrivent. C'est Enfin, ça. il y a une série qui doit être faite. Il y a un film. La licence doit se développer ailleurs également. Donc voilà, il y a tout un panel de choses qui doit arriver. Warhammer, mis à part les figurines, je crois pas qu'il y ait de film. Si, ou de justement, série. ce que j'allais dire, c'est qu'à mon avis, ils parient sur l'avenir. C'est-à-dire que comme ça redevient un peu cool et que je pense pas que la licence va coûter très cher, ils doivent se dire qu'à un moment donné, il y aura un nouveau Dawn of War ou une adaptation qu'Henry Cavill pourra jouer au Russe ou l'Empereur ou ce que tu veux avec Ben Affleck qui jouera son ennemi juré. Mais à mon avis, je pense qu'ils comptent sur le fait qu'aujourd'hui, tu vois, c'est comme il y a un film Donjons et Dragons qui est en développement là actuellement. Ouais, ça fait des années, ouais. Ouais, il y a il y a les maîtres de l'univers qui reviennent, tu vois. Je veux dire, on est quand même à une époque où tout ce qui était geek et un peu honteux ou absurde des années 80-90 est en train de percer parce que Hollywood se dit qu'il y a de la thune à faire en fait. À mon avis, je pense qu'ils visaient des gars de 40 ans et là quoi. C'est Ouais, eux bah qui ont oui. la bonne Mais tunasse. hein. après, à la différence que du coup, les comics aliens peuvent, par exemple, parce que c'est des univers en plus assez proches, mais genre peuvent exister en tant que tels et vont intéresser les fans d'Alien. Et je pense que l'idée que là a Games Workshop, c'est que ça reste, malgré ce nouvel âge d'or, ça reste quand même un milieu qui a du mal à aller toucher des gens qui justement s'intéressent à d'autres médias ou en fait vont pas fréquenter ces boutiques parce que c'est des boutiques ultra spécialisées. Et donc en fait, tu vas pas dans un Games Workshop par hasard. Enfin maintenant, les boutiques s'appellent Warhammer parce qu'il y avait aussi cette hérésie là, tu vois, de genre je trouve où les Warhammer dans un truc qui s'appelle pas Warhammer, mais bon, peu importe. Et donc du coup, c'est un peu aussi une autre stratégie différente, je pense, avec Marvel, de dire le gars qui va en comic shop et qui veut un truc, je sais pas, de SF militaire un peu violent, il va lire ça, il va dire ah putain, c'est des figurines derrière et hop, il va découvrir ce truc là. Et c'était un peu la même stratégie avec la Black Library au début, c'est-à-dire qu'en fait, c'était surtout des fans qui lisaient, mais du coup, ça permettait de foutre dans des rayons de la Fnac, je
je donne l'exemple, des bouquins Warhammer et du coup tomber dessus dans ton rayon de fantasy ou de SF. Donc je pense que le jeu c'est plus sur le C'est long de terme. l'occupation de la marque dans d'autres rayonnages que celui d'une boutique ultra Je spécialisée. pense que c'est ça. Je pense que, et par ailleurs, je tiens, enfin, je veux dire, je ne citerai pas mes sources, mais je sais que Games Workshop sont très exigeants avec leurs partenaires et que je pense que, en fait, pour eux, entre bombarder le truc, tant que c'est pas fait par eux-mêmes, ils vont pas bombarder. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont tout contrôler, ils ont un petit côté un peu contrôle flic. Et je pense qu'en fait, Kieron Gillen, c'est peut-être le gars qui a limite permis que le deal Warhammer se fasse. Dans la série suivante, Sister of Battle, il est remercié. Il n'a pas de titre officiel, mais c'est Special Thanks to Kieron Gillen. Et tu sens qu'en fait, il y a un côté un peu entremetteur, quoi. Il prend peut-être un semi-rôle d'éditeur, un ouais. petit peu, ou de contact privilégié. Mais voilà, après, c'est vrai que là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles. Ça serait bien qu'on ait une annonce d'une nouvelle série. Après, voilà, pour parler de cette série-là, du coup, Sister of Battle, qui est écrite par Torun Grönbeck et dessinée par Edgar Salazar, et ben, j'ai trouvé que c'était un peu plus scolaire, un peu moins inspiré que ce qu'on a pu avoir sur Manus Calgar, mais par rapport à ce qu'on a eu notamment sur du Star Wars, pour citer Outrider, je trouve que c'est quand même assez solide en fait, assez quali. Genre, j'ai pas vraiment l'impression de lire un truc, tu vois, d'exploit pour de l'exploit. Il y a pas mal de bonnes idées, encore une fois des références, etc. Il y a même sur la fin une espèce de teaser qui laisse entendre que toutes les séries Warhammer 40 000 par Marvel pourraient être citées. On vous laissera découvrir quand ça arrivera, j'espère, en VF. Mais pour le coup, effectivement, on a vu une descente de qualité, mais quand même un soin qui n'est pas celui qui est apporté pourtant par des plus grosses marques, par exemple Star Wars. Il y a des comics Star Wars qui sont, on peut le dire, indigents, mais genre vraiment, quoi. Même d'un point de vue dessin, d'un point de vue compo, d'un point de vue... Après, là, voilà, on peut aimer le style de Marneus Calgar ou Sister of Battle, les colos, etc. Mais genre, je trouve que d'un point de vue, genre, si t'aimes ce style, c'est pas mauvais, quoi. Tu vois, genre, t'as pas vraiment... Enfin, j'ai pas... Même si j'ai pas été transporté comme j'ai été transporté par Marneus Calgar, j'ai pas trouvé ça mauvais, quoi. Non. Moi, j'ai trouvé ça très bavard, pour au final pas grand-chose. Et je trouve que ce qui était un peu raté, entre guillemets, c'est que Marneus Calgar, tu te concentrais sur un personnage, t'apprenais à apprendre et à connaître un personnage. Là, ils avaient du mal à choisir un Sister of Battle, perso. j'ai l'impression qu'il y a 3 personnages principaux, en fait. Ouais, c'est vrai. Donc, t'as cette espèce de truc, tu sais pas laquelle est l'héroïne. Et en même temps, t'as pas ce côté, ce que je disais tout à l'heure, un peu le côté Chosen Family, où tu suis un groupe et tu suis des gens qui ont rien à faire entre eux mais qui se retrouvent ensemble, quoi. C'était un peu le pied entre les deux, quoi. Ouais, bah, je me demande si c'est pas une contre-proposition volontaire à Calgar, mais c'est vrai que quand ils avaient annoncé justement Marneus Calgar et l'origine story de sa vie, aujourd'hui ils le font, hein, en roman, ils commencent à prendre des personnages cultes et en fait faire des romans spécifiquement pour eux, mais c'est vraiment pas un pitch Warhammer 40 000. Pour le coup, Warhammer 40 000 est un truc plus collectif, plus anonyme, etc. Et les héros sont toujours un peu cités, mais viennent un peu comme des anges, vont sauver la bataille et puis repartir dans leur vaisseau, quoi. Donc en fait, ce qui était intéressant avec Marneus Calgar, c'est qu'il y avait une proposition en comics qui ne se faisait pas ailleurs. Sister of Battle est déjà un truc que tu pourrais peut-être plus lire en roman, que tu pourrais peut-être limite jouer en fait en scénario de jeu sur une table, etc. Et c'est vrai que ça manquait. Peut-être ils auraient dû poursuivre dans ce côté origin story de perso qu'on connaît. Je sais pas, en partant une héroïne sur de bataille, ou même faire revenir Ephraim Stern dans la suite de Démonifuge 2, qui sait, Civil War 2, Démonifuge 2, je pense qu'on est à peu près au même niveau en termes de notoriété, mais plutôt que de parler de Sister of Battle qui du coup s'est terminé en VO et n'est pas encore disponible en VF, je voulais un peu rentrer dans l'ordre de l'hypothétique pour terminer ce podcast. Quels sont un peu les artistes, les pitchs, on parlait aussi de voilà, que vous aimeriez voir, est-ce que vous auriez des envies en tant que fan néophyte, plus ou moins néophyte, mais fan, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? JB, est-ce que tu as des idées? Bah, là, on a eu 2 séries, on va dire, centrées sur des factions de l'Imperium. Moi, j'aimerais bien qu'à terme, on aille développer... Des orques. Ouais, non, je veux des orques. j'allais dire du chaos. Avoir du chaos en personnage principal et pas forcément en antagoniste. Et effectivement aussi développer des Xenos, en fait, ouvrir un peu plus sur l'univers parce que moi, je le vois vraiment comme un produit d'appel, en fait, pour le hobby. Montrer d'autres facettes du hobby que l'Imperium aux gens, quoi. Ouais. Et d'avoir ce truc où, par exemple, l'Imperium pourrait être l'antagoniste et tu pourrais facilement jouer avec ça, ce qui est très souvent fait dans les romans, tu vois. Bah surtout si tu peux réutiliser en fait limite Marneus Calgar, c'est ça qui est intéressant, c'est que là tu le kiffes, tu as développé un truc, tu peux même te dire que bah en fait si tu fais je sais pas une série sur tu sais il y a ce bah tu n'as pas Warhammer Plus, mais je n'ai pas la plateforme de streaming Warhammer. Effectivement, il y a un épisode d'animation qui est centré sur les Eldar et où en fait tu t'es tapé plein d'animations où les Space Marines c'est cool et d'un coup tu fais un épisode sur les Eldar où les mecs décapitent les Eldar qui sont juste en train de protéger les pierres esprits, donc en gros bah leur mort quoi en fait.
Et donc, du coup, tu as vraiment un truc, tu te dis, mais en fait, l'Imperium, c'est effectivement horrible. Genre, et C'est bon les hippies là. il y a un côté, non, mais il y a un renversement de point de vue qui est super intéressant. Et je veux dire, même aujourd'hui, maintenant que tu as Marneus Calgar, tu pourrais prendre par la main un débutant et lui dire, tu te souviens de ça? Ben, en fait, tiens, je vais te montrer comment les Eldar voient Marneus Calgar, tu vois, ou voient un autre Space Marine, ou voient l'Imperium de manière générale. Et je pense que c'est ça qui est assez intéressant. Je suis assez d'accord. Pour moi, en tout cas, Sister of Battle un peu moins, mais Marneus Calgar est un super produit Apple dans le sens où il fonctionne pour des nouveaux, mais où il déçoit pas les anciens. Enfin, entre guillemets, tu vois. Genre, et ça, c'est quand même assez rare pour être souligné. Donc, jetez-vous dessus. Mais bref, d'autres points de vue, si je te comprends bien. Jimmy. Voilà. Et alors, quels auteurs on continue avec Kéron ou t'as des idées Là, directement, non, j'ai pas d'idée. Après, si, il y a des trucs. Je sais pas, en dessin, j'aimerais bien voir. James Tocco. Jeff Darrow, tu vois. Jeff Darrow sur du Warhammer. Après, Par contre, ça va pas arriver, mais. Ouais. oui, Non, ouais. je tente des trucs, tu vois. Juan Roserip, c'est son fils caché. Mhm. Ouais, c'est vrai, il y a un truc. Mais là, Ouais, il fait ultra méga apparemment, et je sais que ça va réveiller Arnaud. Le mec qui va faire Bloodshot là. Ouais, de John Davison. Voilà, lui il fait des franchises des fois. Enfin, il fait des contrats, donc peut-être qu'il y a moyen. Lui, Non, il mais fait- après, il fait- tu vois, non, c'est vrai qu'il fait de bons. Non, mais il y a de la un place autre aussi fils caché. pour un dessin peut-être moins bourrin, Ouais. moins bourrin, moins violent. Il y a Voilà. aussi peut-être un truc qu'on pourrait faire, tout à fait des trucs poétiques ou bizarroïdes. Enfin, je pense que Warhammer 40 000, en l'occurrence, comme on le voit, comme quand les gens peignent leurs figues, pourrait s'adapter à plein de styles différents. Mais tu vois, si on reste, on va dire, chez Marvel ou chez des gens un peu plus mainstream, je verrais bien, tu vois, un Daniel Warren Johnson. Complètement. Mais après, c'est vraiment dans ce genre d'artiste, parce que le truc, c'est que tous ces noms-là sont des très gros noms déjà très Oui. installés. Mais il y a un type qui s'appelle Filia Bratukin qui sort un truc qui s'appelle Agent of World 2 chez Scout Comics, qui est une petite maison d'édition. Il faudra que je vous montre les planches, mais c'est le fils de Scross et Darrow, grosso modo. Donc lui, clairement, il pourrait faire des dingueries, à mon avis, je pense, sur cet univers. C'est vrai que Scross, ça pourrait bien aussi. Non, mais tu vois, je t'avais déjà Ouais, mais montré. tu m'as tweeté. Même. C'est Ouais. vraiment, Ah ouais, vraiment, ouais. tu vois une patte graphique qui est très dans cette tonalité. On et montrera qui, les planches, mais et sinon qui en marche auteur, bien, ouais, si on reste chez Marvel, Donny Cates, tu vois, peut-être. Ouais. Bon, c'est vrai qu'en plus, ça pourrait bien faire une suite à Marneus Calgar, lui. Ouais, c'est un bon weeb en plus, je pense, Donny Cates. Donc, Arnie, t'as des... Mais moi, j'ai une question bête, mais les Croc-Sigor, c'est dans Warhammer 48 ou pas? Non, c'est c'est dans Warhammer Battle. Ouais. C'est Warhammer, c'est ça. Bon, bah, Donc, tu vois, Age of je peux Sigmar pas maintenant, avoir- mais- Je peux pas avoir de série sur les Croc-Sigor. Bah, en fait, techniquement, ils ont signé un partenariat avec Games Workshop, mais je sais pas. C'est vrai que ça, c'est un vrai truc, notamment sur l'animation, où ils ont lancé Warhammer Plus et il y a une première série anthologique qui s'appelle Hammer and Bolter, et du coup, le Hammer fait référence à Fantasy Battle et Bolter à Warhammer 40 000. Et pour l'instant, la saison 1 est que Warhammer 40 000. Et là, Tu feras un épisode sur les Croc-Sigor une fois. pourquoi tu aimes les Croc-Sigor à ce point en fait? T'aimes bien les crocodiles? Non, parce qu'en fait, mon frère, quand il était en école d'ange, en fait, il y avait un vrai nerd, mais genre creep de ouf, quoi. Et en fait, il demandait à tous ses camarades en école d'ange et tout, il disait, ouais, tu connais les Croc-Sigor et tout. Et tout. Ouais. D'accord. Et du coup, C'était avant que Warhammer soit cool, c'est Ah ça? voilà, mais non, mais clairement, là, c'était vraiment, on était dans le stéréotype du nerd creepy, machin. Pas, Non, mais c'est pas vrai que là, agréable. Et après, du coup, on ça- parlait de Conan, etc. Peut-être que Age of Sigmar, qui du coup est un peu souvent le parent pauvre de Games Workshop ces dernières années, pourrait vivre très bien avec une putain de série de fantasy. C'est un peu moins tu original vois. quand même. Enfin, c'est la qualité Bah, en même temps, vu que essentialiste la de fantasy 40 000, reprend ses droits un petit peu partout. mais justement, de il y a plus une en offre qui est plus, déjà, Oui, qui est déjà assez il y a installée. peut-être plus quoi. de comme ça, ça n'a compétition. jamais arrêté Marvel. D'ailleurs, on peut demander ce qu'on veut dans les perspectives. On peut, genre, c'est comme liste au Père Noël quand on a 5 Ouais, ans. là, moi quand on fait des wishlists dans mon podcast, tu Ok. peux y aller. Ouais. Tu peux te Garcenis. dire Alan Moore et Pat Non, Mills. hein. Garcenis. L'amoureux des militaires, le mec qui écrit des séries. Oui, Putain bah de série de oui, Gardin des putains par de porte-flingues, Garcenis, mon gars. je- En plus, Je il pourrait perds les vraiment os. faire une vraie ongoing avec juste un commando qui suit pendant 48 numéros. Il serait heureux, je pense. Jason Aaron aussi, ça me paraît franchement évident avec son propos sur la violence. Et pareil, cette double temporalité qui sait très bien faire, ou cette triple temporalité parfois. Joshua Dysart, il aura un truc à dire, je pense. Joshua Dysart, Je pense carrément qu'il faut aussi, au aller niveau piocher politique, ça pourrait être très du loin, côté ouais. des Anglais ou des gens qui ont des sensibilités punk, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Cy Spurrier, ça pourrait pas mal aussi. Ouais, de ouf. Il aurait plein de... Lui, pareil, hyper créatif avec l'univers, appelle-moi Coda. Coda, ouais. Ouais, avec plein de sous ses idées Ouais, bizarres. le qui son pètent dernier, un Step moment. by Bloody Step, là, qui est incroyable Ouais, aussi. ouais. Donc, En dessin, je verrais bien un Ferreira, justement, pour aller chercher les dieux du chaos et le côté un peu monstruosité. Juan Ferreira, artiste espagnol. argentin. Argentin extraordinaire dans l'horreur. Et sinon, moi je suis bien avec Kieron Gillen, mais j'aimerais en fait une ongoing. J'aimerais vraiment l'ongoing, l'hérésie d'Horus, qui raconte Ouais, avec l'origine une ambition, avec une de ambition. l'univers 30 000, on va dire, avec la bataille finale. Putain de bordel. Et ce côté, après au niveau dessin, c'est compliqué à dire parce qu'il y a vraiment des mecs, des meufs
extrêmement talentueux, .ze aujourd'hui. Je pense qu'on peut faire des trucs plus esthétiques, des trucs moins justement jeux de rôle, même limite moins forcément ressemblant des box. En fait, on peut faire de l'appropriation artistique, pourquoi pas. Aide-moi Luther Strode, Silver Surfer Black, Ah, il y a Tradmore, voilà, Mhm. Tradmore. Ah ouais. Tradmore sur des bastons de Space Marines, je pense que ça peut bien, on peut s'amuser. Mhm. Après là, c'est une liste au Père Noël quand on a 5 ans, parce que ça ne va pas arriver encore une fois, mais... Encore que Aaron et Garcianis, c'est des mecs qui peuvent manger avec Marvel tous les Ouais, puis, midis, y a pas de souci. tu Donc, citais aussi Simon Spurrier, Ouais. qui du coup a commencé sur Warhammer Monthly aussi, Eh ben comme voilà. Gillen, tu vois. Mais après, il y a aussi, enfin, tu vois, il y a des trucs où ça pourrait être des retours. C'est son cas. Il y a aussi Kev Walker. Donc, qui a fait des illustrations pour Games Workshop, tu vois, et qui a fait qui fera Afra avec Aaron Gillen, Predator bientôt aussi, qui avec fera Ed Brisson. Predator. Donc, tu vois, enfin, moi, c'est limite ce genre de candidat auquel je crois pas mal parce qu'ils connaissent l'univers et je pense qu'ils s'éclateraient à le faire, tu vois. Bah, Démonifuge 2, ce sera lui, hein, tu vois. Let's go. Let's go. Bah écoute, Avec pourquoi Marc pas. Millar. Vous l'avez entendu ici en premier, mais voilà, l'avenir pourrait être radieux pour peu Mais- que Marvel leur donne les moyens. J'aimerais bien aussi une série sur Rebooté Gilliman, qui est, je crois, le personnage où j'ai lu toute la fiche du Warhammer Wiki, et c'était Mais très, tu sais que très long. tu sais que t'es pas le seul. On en parlera un petit peu en off, mais c'est vrai que c'est la demande. C'est un élément mythologique important, le retour de Gilliman dans cet univers. On en parlait dès notre Il a épisode une 2. épée en feu, frère. Mais, et que ça soit des gens qui soient dans l'univers ou pas du tout, tout le monde m'en parle. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas les renvoyer vers une histoire. C'est-à-dire que Donne-moi. cette histoire existe, Ouais, elle a ouais. été racontée dans le lore, mais elle n'existe pas sous la forme d'un roman ou d'un truc que C'est tu pourrais passer aux éparpillé gens. dans tellement de petits paragraphes Ouais. de bouquins, de trucs. Il n'y a pas l'histoire définitive, non. et sans doute parce qu'ils ont voulu, et ils ont passé un palier, comme je disais, quand ils sont rentrés dans leur nouvel âge d'or très vite, en disant ok, ça est arrivé. Et en fait, même maintenant, pour te dire, ils retconnent certains bouquins en disant en fait, ça s'est arrivé moins tôt qu'on pensait parce qu'il faut qu'on développe et parce qu'en fait, il y a l'occasion de raconter une putain d'histoire, donc on Ouais. va faire les choses bien. Parce que c'est le réformateur aussi. C'est-à-dire, du coup, il doit changer des trucs dans l'Imperium. Exactement, Il donc peut il y pas aura changer des trop trucs vite sans niquer le super jeu, quoi. intéressants à raconter là-dessus. Tout à fait. Tu m'ôtes les mots de la bouche, mon Bah, ce cher voilà. Corentin. Dan Mora aussi. Dan Mora, c'est Ouais, trop c'est stylé. carrément, ouais. Bah, qui a fait avec Gillen aussi sur sur Once and Future, ouais. ouais, qui est vraiment trop bien quoi. Bill Sienkiewicz Le mec qui pète un câble, c'est. Frank Miller Non, allez, c'est bon. Continue. Bah, John Romita Jr. Ah, tu sors. Ok, et ben les gars, bah, moi je voulais pas continuer, je voulais terminer parce que je crois qu'on a fait à peu près le tour. On est tous d'accord pour dire qu'il y a une riche histoire entre Warhammer 40 000 et la bande dessinée anglo-saxonne, anglo-américaine. Je sais jamais comment on dit, quels sont les termes techniques, mais vous l'aurez compris, il y a des voilà, on s'est copié, on s'est inspiré, on est revenu. Il y a des boucles qui ont été fermées et d'autres qui s'ouvrent avec ce nouvel âge d'or du hobby où maintenant même Henry Cavill peut venir au Warhammer World si c'est pas beau. Bref, je voulais vous remercier Arnaud et Corentin pour votre participation à ce podcast. Où est-ce qu'on Figuration. peut vous retrouver vous deux qu'est-ce que c'est First Print c'est le moment petit quart d'heure publicité. Quart d'heure, carrément. Ouais, non, mais Ouais, il est tard, là. Ils vont faire court. Eh bien, First Print, c'est simplement votre podcast comics préféré. Ça, c'est la tagline. Non, voilà, c'est un podcast qui est dédié au monde des comics et de ses adaptations avec en moyenne 3-4 émissions par semaine avec des formats réguliers donc de débrief de l'actualité, de review de comics, mais aussi beaucoup de discussions avec des auteurs, des artistes, des éditeurs, des traducteurs, enfin plein de gens en fait qui œuvrent en fait pour faire vivre la culture comics et ses dérivés dans le monde entier. Donc voilà, c'est l'émission principale sur laquelle on officie avec Corentin. On est rédacteur aussi, journaliste rédacteur sur le site comicsblog.fr. Donc ça depuis 4 ans maintenant. Donc on rédige quotidiennement là-dessus. Donc ça, c'est vraiment les deux créneaux sur lesquels on peut nous retrouver, je dirais. Et si vous aimez justement les interviews d'artistes, si vous aimez la fantasy, récemment Arnaud a fait une très bonne interview de Bruno Bessadi, auteur de L'Ogre Lion, qui est vachement cool. Et si vous aimez tout ce qui est lore et réflexion un peu dense et un peu compliquée sur ce qu'est la science-fiction et l'origine même historique de la science-fiction, on a aussi une interview de Serge Lehmann, auteur de La Brigade Chimérique, qui est Lourd, vraiment ça. passionnante. Ouais, qui est hyper bien. Ouais. Eh bien, merci messieurs. JB, merci pour la note. où est-ce qu'on peut te retrouver?
En ce moment, je travaille beaucoup sur des choses dont je ne peux toujours pas parler, donc on me retrouve pas énormément. Mais sinon, ce qui est bien, c'est que j'ai pas mal repris la peinture depuis le début de l'année, mais ça, j'en parlerai dans le prochain épisode. Effectivement, parce qu'on se retrouve très vite pour vous faire une petite session hobby en fin de podcast qu'on va essayer de faire plus léger, et peut-être qu'on parlera d'Henri Cavill et de toutes ces stars qui se mettent à faire comme nous, peindre des figues. Ça pourrait être un sujet sympa pour le prochain podcast. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? Oui. Tout le monde aime bien Henri Cavill, en vrai. Oui, effectivement. Oui. Et notamment, Je crois qu'Arnaud l'aime beaucoup. et notamment En Arnaud. effet. Surtout dans The Witcher, quand il a des pantalons trop serrés. Exactement. Dans les interviews, il a des t-shirts très serrés aussi. Eh bien, sur ces belles paroles, vous l'aurez compris, c'était un podcast très serré qui vous parle avec beaucoup d'amour de Marneus Calgar, qui du coup est disponible en VF chez Panini Comics, donc allez-y, c'est du bon. Et puis, inspirez-vous de toute cette histoire riche de Warhammer et de BD. JB voulait rajouter un truc, ainsi qu'Olivier Corentin. Pas du tout. Lisez 2080 chez Delirium, vraiment, c'est super important. C'est une petite boîte qui n'ont pas de gros moyens, qui font un travail exceptionnel pour amener un truc qui a inspiré, comme on l'a vu, énormément d'univers. Et pour votre culture comics, et pour être des gens bien et pour guérir du Covid, ça marche aussi. Et bien voilà, 2 très belles recommandations de lecture pour terminer ce podcast. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de liker ce petit podcast partout sur les réseaux sociaux, sur Apple Podcasts. Vous pouvez nous partager auprès de vos amis ghouls dans vos boutiques préférées. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Instagram et Facebook où on poste de temps en temps. Et bientôt, on revient avec des figurines et toujours beaucoup d'amour. Merci messieurs pour votre expertise comicienne. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Bisous. Gros bisous. Bonus. Trax.